Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière conférence d'un cycle de conférences du coup organisé par le CAREP. Il y a les trois premiers volets qui sont disponibles en ligne. Si vous les avez ratés, n'hésitez pas. C'est sur le légal face à l'arbitraire. Et aujourd'hui donc cette dernière conférence, tordre le droit pour criminaliser le soutien à la Palestine, avec trois brillants intervenants que je vais présenter. Donc, Elsa Marcel, bonsoir. Bonsoir. Elsa qui est avocate, membre du collectif d'action judiciaire, militante aussi à Révolution permanente et qui suit énormément de dossiers liés notamment à la répression de la solidarité avec la Palestine. Mathilde David, qui est juriste franco-palestinienne et qui travaille pour la Legal Team antiraciste, un collectif qui a été fondé il y a près d'un an maintenant et qui accompagne, pareil, plusieurs dossiers liés à la répression d'État de manière générale et au racisme d'État. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Siam, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Gilles Devers, qui est avocat, docteur en droit au barreau de Lyon et au barreau près de la Cour internationale, donc qui travaille sur plusieurs questions, mais notamment évidemment sur la question palestinienne et qui est à l'initiative d'une plainte déposée le 9 novembre 2023 avec des avocats du monde entier au sujet du génocide en cours en Palestine. Bonsoir, Monsieur Devers. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, comme le titre l'indique, l'idée c'est de revenir sur cette répression. On l'a vu depuis, alors c'est évidemment pas nouveau, mais depuis le 7 octobre 2023, on fait face à une criminalisation assez stupéfiante en fait de la solidarité avec la Palestine, qui prend plusieurs formes. Ça a commencé avec les interdictions de manifestations, il y a eu les verbalisations massives, des annulations d'événements, des déprogrammations, des expulsions. On pense notamment à l'expulsion de la militante palestinienne Mariam Abou Daka, des menaces de dissolution d'associations, des procédures diverses et variées, notamment pour apologie du terrorisme. On y reviendra parce que c'est un peu l'actualité du moment, des conseils de discipline, des licenciements, des campagnes absolument délétères, en fait, notamment dans les médias et dans les discours politiques. Voilà, on criminalise en fait la solidarité avec la Palestine de mille et une formes. Et je le disais, ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de ces convocations qui se multiplient pour apologie du terrorisme, alors qui visent, c'est pour ça qu'on en a entendu parler, notamment des responsables politiques, notamment Mathilde Panot et Rima Hassan, qui sont toutes les deux membres de la France, enfin, Rima Hassan candidate pour la France Insoumise et Mathilde Panot, chef du groupe d'opposition, la France Insoumise, mais il y a aussi plein d'anonymes qui sont visés par ces procédures. Certains, à juste titre, dénoncent un macartisme ambiant, une exacerbation de la répression et des atteintes manifestes à la liberté d'expression. Peut-être un mot pour commencer sur ça, sur ce climat et sur oui, sur ce que vous pouvez nous dire en fait de la répression en cours. Je ne sais pas qui veut commencer. Je Elsa, peux y peut-être? aller si vous voulez. Ouais, Ouais, voilà. voilà, j'y vais si Moi, vous j'avais vous sentez décidé une pas. question. Non, mais merci déjà pour l'invitation et pour l'organisation de ce cycle et puis pour ton introduction. Euh, Quelques mots pour dire, je sais pas, peut-être pour cadrer le sujet, puisqu'effectivement, on a beaucoup parlé ces derniers temps des convocations pour apologie. Bon, en particulier, la nouvelle vague de convocations qui date d'il y a quelques semaines où ça ferait suite à des plaintes déposées par des organisations, que ce soit l'organisation juive européenne ou Jeunesse française juive,
et dont certaines sont instruites par des services antiterroristes et qui ont visé en fait tout un tas de personnalités politiques, syndicales, associatives, militantes. Et c'est ça qui a donné cette visibilité. Mais peut-être pour dire deux choses, les éléments de continuité et de rupture, entre guillemets, qu'exprime cette situation, parce que je pense que quelque chose à dire quand même, mais moi, c'est un truc sur lequel j'interviens pas mal en ce moment, c'est qu'on voit comment est-ce que l'infraction d'apologie du terrorisme est en train de faire la démonstration de son plein potentiel aujourd'hui et comment est-ce qu'en fait, ça fait une dizaine d'années que cette infraction, elle a été soigneusement travaillée pour permettre d'arriver à ce à quoi on arrive aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que cette infraction, c'est fait pas que depuis le 7 octobre qu'il y a énormément de gens qui sont réprimés avec. Il faut savoir qu'il y a une loi de 2014 qui a été une loi, en fait, je pense que le timing, il est intéressant de le noter par ailleurs, qui a été adoptée après la vague de manifestations interdites en solidarité avec Gaza en 2014 et que ça a été aussi un tournant, hein, un début du tournant répressif auquel on a assisté et qui s'est approfondi ces 10 dernières années. Mais du coup, cette loi de 2014, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort l'infraction d'apologie du terrorisme de la loi sur les délits de presse et elle l'inscrit dans le code pénal. Ça a plusieurs conséquences. Bon, déjà, c'est une conséquence un peu idéologique, entre guillemets, où on voit bien que on montre qu'on n'est plus sur le terrain, en fait, du débat d'idées, de la liberté d'expression, est-ce qu'on la dépasse ou pas, mais on est carrément sur le terrain de l'infraction terroriste en tant que telle. Et puis, ça a des conséquences aussi matérielles, puisque ça permet d'être poursuivi en comparution immédiate et avec des peines plus lourdes. Donc, en fait, c'est une infraction qui permet de réprimer très durement des propos et de le faire très vite. Et c'est pour ça que il y a des chiffres qui sont parlants, mais qui disent qu'entre 1994 et 2014, il n'y a eu que 14 condamnations pour apologie du terrorisme et que sur la seule année 2015, il y en a eu plus de 330, dont la moitié a des peines de prison ferme. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu la mesure de l'outil que ça représente. Et il y a eu donc des centaines de condamnations chaque année depuis 2014, avec, à mon avis, un nouvel élément à noter, qui est la date de 2021 et la loi séparatisme, qui a franchi un cap supplémentaire puisqu'elle a permis que cette infraction entraîne une inscription au FIGET. Le FIGET, c'est le fichier des auteurs d'infractions terroristes. Donc, en fait, il faut imaginer ce que ça représente d'être inscrit dans un fichier pareil quand on subit le moindre contrôle d'identité ou même qu'on passe à l'aéroport. Donc, c'est pas une petite chose. Et enfin, pour moi, autour du 7 octobre et en particulier de la circulaire de Dupond-Moretti qui date du 10 octobre, on voit comment cette infraction, elle a permis de faire rentrer en fait dans son régime, entre guillemets, énormément de propos, puisque qu'est-ce qu'il nous dit Dupond-Moretti le 10 octobre? Il nous dit qu'il faut sanctionner tous les propos qui expriment un soutien au Hamas, mais il dit aussi quelque chose de beaucoup plus flou, puisqu'il dit tous les propos qui font état du 7 octobre comme s'inscrivant dans le cas d'une résistance à Israël. Et donc, en fait, là-dedans, c'est comme ça que vous arrivez à capter, par exemple, le communiqué de la France Insoumise du 7 octobre, qui en plus ne dit rien, mais dit, et en plus, voilà, c'est des communiqués qui sont vraiment le 7, qui sont avant que tout un tas de personnes et l'ensemble des éléments permettant d'avoir une vision plus complète. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui est en train de se passer, je m'arrêterai là-dessus pour laisser les autres compléter, mais ce qui est en train de se passer depuis le 7 octobre, c'est qu'on est en train de réussir par le biais de cette infraction, euh, exercer une véritable pression, y compris dissuasive, sur l'ensemble du débat public. D'ailleurs, une décision dont les médias parlent très peu, mais c'est quand même que la France, en 2022, elle a été condamnée par la CEDH sur ce fondement, hein, en disant que la loi de 2014, en tant qu'elle entraînait des condamnations à des peines de prison, elle portait une atteinte excessive à la liberté d'expression. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut criminaliser en France des positions politiques qui sont par ailleurs des caractérisations politiques, parce que ce qui criminalise, par exemple, dans le communiqué de la France Insoumise, c'est leur caractérisation politique des événements du 7 octobre. Et en fait, à ce rythme, on pourrait inclure énormément de personnes, des journalistes, des historiens, des chercheurs. Je pense même à la rapporteure de l'ONU, Francesca Albanese, qui exprime une position très critique en fait de la position de la France sur la question palestinienne. Et à ce rythme, il n'y a rien qui empêcherait Darmanin ou des parquets de poursuivre en fait des secteurs très très importants de la population. Donc je pense que je m'arrêterai sur ça. Non seulement pour moi il y a un cap quand même qui est franchi parce qu'on est en train de discuter non pas d'attentats commis sur le sol français, mais d'un conflit qui se déroule au Moyen-Orient et vis-à-vis duquel la position diplomatique française elle est minoritaire. Donc ça exprime un peu
l'intensité de la pression qui est exercée, mais en plus, c'est une atteinte aux libertés démocratiques dans leur ensemble, parce que il n'y a rien qui empêche après d'utiliser cette infraction, d'ailleurs, comme il en a toujours été question, hein, mais à des fins politiques plus larges pour réprimer différentes formes d'opposition. J'ai oublié de réactiver mon micro. Alors, Euh, peut-être ouais. pour compléter ce que disait Elsa, justement, euh, à la Legal Team, effectivement, on a aussi eu une vue d'ensemble. Depuis le 7 octobre, on a énormément de dossiers très variés. On se rend compte qu'en fait, cette criminalisation, elle touche tous les secteurs de la société. On va tu as évidemment invoqué les condamnations ou les condamnations ou les convocations pour apologie du terrorisme. Il y a aussi également énormément de procédures disciplinaires, que ce soit, comme on l'a vu dans les universités, donc que ce soit en réaction à des étudiants qui s'organisent, qui se mobilisent sur la question de la Palestine, qui exigent un dialogue avec l'institution, qui exigent la fin des partenariats et qui subissent des enquêtes, qui subissent des auditions, qui subissent des interrogatoires, des intimidations et à terme, souvent aussi des procédures disciplinaires. Donc voilà. Mais aussi, on voit ce phénomène-là déjà dans les collèges et dans les lycées. Donc, des collèges aux universités, ce climat-là est très présent. On a été confronté à des conseils de discipline qui intervenaient là, pas tellement dans le cadre de la réaction à des mobilisations étudiantes pour la Palestine, mais plutôt en défense de professeurs qui, eux, tenaient des propos ou des positions soit discriminatoires, soit à l'encontre du soutien à la Palestine. Donc voilà, on a eu plusieurs conseils de discipline à Lille qui se sont déroulés de la sorte et qui ont donné lieu à des exclusions définitives d'élèves voilà, qui ont dénoncé ces propos-là sur la Palestine. Donc on voit que ce climat-là est très présent dans les écoles, dans le milieu professionnel. Au travail, on a eu énormément de dossiers de licenciement, rupture d'essai, rupture de stage, beaucoup de conflictualité au travail à ce niveau-là. Donc voilà, on a eu beaucoup d'annulations d'événements. Donc Elsa, tu l'as très bien rappelé. Événements culturels, politiques, que ce soit, ça touche tout le monde vraiment, que ce soit des académiques, des professeurs, des militants, des opposants politiques. On a eu des interdictions d'une conférence universitaire sur le droit international. On a eu l'interdiction d'une intervention d'académiques reconnus, d'experts, comme Judith Butler, mais aussi Alain Grèche. On a eu l'interdiction de nombreux meetings politiques, donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, dans plusieurs villes. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est très concrètement la censure. Le gouvernement veut faire taire ses opposants politiques, tente de les isoler politiquement, médiatiquement, et de mettre un terme au débat, un débat qui est politique, académique, juridique sur la situation en Palestine. On constate ça, donc effectivement, on constate également des convocations pour apologie du terrorisme qui touchent voilà, qui touche d'une part des figures politiques médiatiques, on l'a vu, donc Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Siam Asbag ici présente, Anas Kazib, des représentants syndicaux, certains ont été condamnés. Donc voilà, touche une gauche parlementaire, syndicaliste, militante, qui intègre dans son programme, dans son discours, la question palestinienne et qui de plus en plus, qui le fait de manière de plus en plus structurante et qui ne se soumet pas aux qualifications obscènes qui visent à qualifié de terroriste et à englober de terroriste que le droit international lui-même considère comme être le droit légitime du peuple palestinien à résister à l'occupation. Donc, d'une part, les figures politiques sont ciblées et également, Siam, tu l'as rappelé cette criminalisation, donc ces condamnations pour apologie du terrorisme, elles touchent également des militants pro-palestiniens lambda de longue date, des militants palestiniens qui militent depuis des décennies, mais qui ne sont pas des figures médiatiques. Et dans nombreux de ces cas, les condamnations de ces militants-là sont très sévères, sont très expéditives, elles sont très sévères, elles sont très lourdes, et elles ne reçoivent pas de couverture médiatique particulière. On a eu le cas, ça a été une des premières condamnations, on a eu le cas d'un militant pro-palestinien qui lui a pris la parole lors d'une manifestation. Voilà, il a soutenu le peuple palestinien. Il a été signalé par des organisations juives sionistes. Il est passé devant le tribunal face à quatre ou cinq associations sionistes qui se sont portées partie civile et qui cumulaient à peu près 6 ou 7 avocats.
Donc, elles ont très concrètement monopolisé le débat en audience. Notre client a été condamné à 1 an de sursis. Inscription au fichier d'auteur d'actes terroristes pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, il va devoir signaler ses voyages à l'étranger. Pendant 10 ans, il va devoir porter ce fardeau. Sa banque a fermé son compte bancaire du jour au lendemain sans lui donner de motif apparent. Donc voilà, les conséquences sur les plans personnels, professionnels, politiques, elles sont énormes, elles sont incalculables. Et elles touchent également des personnes qui ne sont pas forcément des figures et qui ne bénéficient pas également de ce soutien, de cette couverture médiatique. Et on pense que c'est important de le rappeler. On voit également beaucoup de harcèlement sur les réseaux et de doxing. Et là, on ne parle pas d'actes isolés, on parle vraiment d'une offensive organisée sur les réseaux sociaux, de profils qui traquent, qui signalent des militants, des avocats, des personnes lambda, et qui à terme aboutissent, pas toujours, mais très souvent, très régulièrement, dans des poursuites. Donc, c'est comme ça qu'on... Et très souvent également, les choses qu'on cible sur les réseaux sont parfois des posts qui datent de 5, 10 ans. Voilà. Donc c'est une chasse, c'est vraiment une chasse. Très rapidement, j'ai cité les avocats. Les avocats, d'ailleurs, sont une catégorie professionnelle qui est particulièrement touchée par cette répression. Peut-être Elsa, elle pourra évidemment nous en parler, mais on a eu tellement de cas d'avocats qui ont manifesté leur soutien sur les réseaux sociaux, qui ont été ciblés, donc qui ont été identifiés, qui ont été diffamés. Il y a eu beaucoup de relais, donc voilà, c'est une exposition vraiment, vraiment qui a des conséquences lourdes pour eux professionnellement. Dans plusieurs cas, ils sont aujourd'hui entendus ou convoqués, donc soit à la police, soit devant le tribunal, et constamment interrogés sur leur positionnement, parfois licenciés de cabinets d'avocats dans lesquels ils travaillent, ils collaborent. Euh, voilà, donc certaines catégories sont particulièrement touchées, mais d'une manière générale, vraiment la répression touche euh, l'ensemble de la société, donc voilà, et sur des dimensions qui sont très, très différentes. Euh, Peut-être qu'on pourra revenir dans un second temps. On a aussi une analyse un peu plus, enfin, une perspective plus analytique de cette répression, hein, au-delà des dossiers qu'on peut avoir. On pourra peut-être y revenir, mais je voulais simplement compléter avec ça, parce que travailler à la Legal Team, ça nous donne au moins cette vue d'ensemble des types de dossiers qu'on traite. Merci beaucoup, Mathilde. Maître Devers, peut-être un mot à ajouter sur ce contexte répressif? Alors, on, on vous entend pas. Il faut activer le micro. Je crois qu'il est désactivé. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Les interventions sont vraiment appréciables parce que ce sont je dis ça pour les auditeurs, mais c'est des personnes de terrain qui vivent les situations. Donc là, on est dans le concret. Moi, je dirais trois choses. La première, c'est que ce que l'on voit, c'est un pouvoir qui fait beaucoup de casse, qui est vraiment montre ses muscles, mais en réalité qui est très faible. Et c'est bien parce qu'il est faible qu'il utilise cette répression aveugle. C'est-à-dire que s'il sentait que dans le pays, il y avait un gros consensus qui était pro-Israël et que de toute façon, il y avait un petit peu d'agitation subalterne, et il s'exciterait pas comme cela, mais il soutient une position qui est rejetée par 95% des personnes dans le pays. Et donc, il a un ardent besoin de faire fermer le sifflet de tous ceux qui expriment, soit avec professionnalisme, soit comme militants, une opinion qui est divergente. En droit, il faut quand même voir la gravité que ça représente, que ce soit dans une république, que ce soit un garde des Sceaux par une circulaire qui fixe la limite de la liberté d'expression et que tout le monde applique la circulaire. C'est-à-dire, c'est même plus la peine de voter des lois, c'est même plus la peine de dire que la jurisprudence, elle existe. Vous faites une circulaire du garde des Sceaux, une circulaire qui n'a pas de force juridique, hein, tout le monde le sait. J'ai une règle, une consigne générale qui est donnée, et bam, 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 ça tire absolument de tous les côtés. Donc, c'est une régression qui est dramatique. Évidemment, on met en cause une loi qui préexistait. J'observe une loi qui, d'ailleurs, fait consensus politique, sauf, à mon avis, France Insoumise et Écolo, mais tout le reste, ces gens de législation, les socialistes ne sont pas opposés plus que ça, ils ne mettent pas dans leur programme de revenir à une apologie qui sera un droit de la presse. Donc,
il y a vraiment une crainte d'un pouvoir qui n'est plus aimé par le peuple et qui a peur d'être rejeté par le peuple et qui veut le mater comme quelqu'un qui a peur et qui voit que ça bouge de tous côtés. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur le droit. Il n'y a pas de droit sans limite et la liberté d'expression comme le reste. Bon, mais la limite, c'est le trouble à l'ordre public, c'est la destruction des systèmes sociaux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne et la référence de base. Quand on la cite dans les audiences, on voit encore près d'un juge sur deux qui ouvre les yeux en disant mais qu'est-ce que c'est cette jurisprudence? Je la connais pas. Elle date de 1976. C'est l'arrêt Handicide ou sur la liberté d'expression, où il est dit que la liberté d'expression ne vaut pas seulement pour les conceptions positives qui rencontrent dans l'agrément de la solidarité de la société, mais également pour les opinions qui choquent, qui heurtent et qui inquiètent. Donc, est-ce que ça vous inquiète de dire que tel est en solidarité avec le mouvement palestinien? Oui, ça vous inquiète parce que mais c'est garanti. Voilà, la seule chose, il ne faut pas que ce soit des attaques à nominem et il ne faut pas que ce soit un discours pour mettre le feu aux préfectures. Mais en droit, depuis 1976, la Cour européenne protège des opinions qui choquent, qui heurtent et qui inquiètent. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on demande cette liberté d'expression, c'est pas une pétition, comme si on se réveillait le matin en disant, tiens, je veux dire ça. Et l'apologie, c'est présenter sous un jour favorable un acte criminel. Eh bien, on voit bien qu'il y a un match qui est quand même assez serré entre ce principe fort qui est la liberté pour toutes les idées. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une idée, il ne faut pas que ça soit simplement un crime. Mais du moment qu'on développe, mais se mettre à jour sous un angle favorable. Alors, l'un des points qu'on peut donner peut-être aux personnes qui veulent s'exprimer, c'est qu'il faut toujours argumenter. Et quand on voit ceux qui arrivent à être condamnés, c'est une formule, des fois c'est même un dessin, c'est un slogan, mais dès qu'il y a trois ou quatre phrases qui s'articulent, à ce moment-là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Bon, l'une des questions qui est posée, mais les intervenants là sont beaucoup plus au courant que moi sur ces questions, c'est de savoir si les personnes condamnées font des recours. Parce que je pense que quand vous êtes passé dans la lessiveuse de la garde à vue, de l'employeur qui vous regarde plus, de compte bancaire qui est bloqué, de se promener dans le quartier avec étiquette terroriste, etc., etc. Vous dites, ben, je vais me faire discret, je m'efface et puis on n'entend plus parler de moi parce que vous voyez une telle machinerie contre vous. Mais il serait souhaitable, et je pense qu'il y en a, qu'il y a des appels qui soient formés, parce que après les appels, qui seront à mon avis décevants, et c'est pour ça qu'il faut quand même que les gens soient costauds, et j'étais très sensible à cette observation qui est faite en disant souvent c'est vraiment des militants lambda, donc ils se retrouvent dans une affaire, et c'est pas fait pour cela, voilà. Mais pour des militants plus solides, il faut qu'ils rentrent dans ce jeu, d'aller faire les recours, d'aller en appel, d'aller à la Cour de cassation, et ensuite de fractionner les recours après, parce qu'on a la Cour européenne des droits de l'homme qui est pas si mal en liberté d'expression, mais il y a également le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est une structure parajuridictionnelle qui est extrêmement intéressante et qui est beaucoup plus favorable sur le fond idéologique à la défense de la cause palestinienne. Voilà. Donc, moi, c'était un peu ces observations. Le troisième, c'est que là, il y a une chose sur laquelle le gouvernement ne peut absolument rien, c'est que le débat, il est fracassant dans la société. Voilà. Donc, en fait, on vous met un anesthésiant puissant, donc il y a plus d'expression qui est possible, mais le débat il existe de partout. Moi, je vois à mon niveau, le cabinet a diverses activités, mais il n'y a pas plus tard que ce matin, c'est un avocat que j'ai pour un problème de droit du sport. Et il me dit, j'ai vu votre nom, c'est vous qui faites ça et compagnie et machin. Donc, et il avait un discours, c'était pas pour me faire plaisir. En plus, je lui demandais rien du tout, hein. Mais je vois qu'il m'expliquait dans la presse comment il analysait tout ça. Donc, il y a plus personne en France qui peut soutenir. Alors, Netanyahu va se prendre un mandat d'arrêt bientôt. Ça va pas tarder. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, on verra bien. C'est pas évident que ça soit demain. Ça peut être plus long parce que peut-être qu'on confond la décision du procureur et la décision de la Chambre. Bon, on verra. Mais il y a ça, il y a d'autres événements. Et sur le long terme, on a mis un plan de bataille, de réunion des preuves. Actuellement, on a déjà un livre, quand on l'imprime, on en est à plus de 1000 pages de réunion c'est pas de documents, hein, c'est simplement des synthèses d'éléments avec les références. Donc, ce débat qui est ici, qui croit pouvoir fermer par la circulaire, ils l'ont pour 10 ans. Et on va creuser et on aura de plus en plus de choses. Et il y a 2 millions de victimes, on va les identifier, ces victimes. Ils vont en entendre parler jusqu'à leur dernier jour.
Donc, les petites démarches de Dupond-Moretti, bon, ma foi, écoutez, c'est dans la lignée de ce gouvernement qui connaît une seule chose, c'est l'exclusion dès qu'il y a quoi que ce soit. Je vois par exemple sur Sciences Po, bon, c'est une manif d'étudiantes, hein, la liberté de manifestation, elle est constitutionnelle. Vous entendez des déclarations qu'on va couper les financements, qu'on va mettre sous tutelle, que ceci, que c'est des étudiants, ils ont des choses à te dire. Il y a une brutalité à dire qu'on ne veut pas de débat et ils ne prévoient rien. Une chose, c'est que les gens ont un cerveau, les gens s'informent, les gens et ça va discuter demain, ça discutera pendant des années et on arrivera à faire rétablir avec le temps qu'il faudra. Si on était aidé par le gouvernement, ça irait mieux. Mais la vérité, c'est qu'il y a un peuple qui est victime d'une attaque génocidaire, d'une violence comme on n'a jamais connue. En 6 mois, il y a eu plus de morts enfants à Gaza que pendant 4 ans sur les 4 dernières années de tous les conflits internationaux. 4 années de conflits internationaux, nombre de morts 13 000. 6 mois à Gaza, 13 000. Voilà. Et donc, ces gens-là sont pas capables de se dire, putain, mais merde, le gosse qui va naître, peut-être qu'il n'est pas obligé de mourir dans les mois qui suivent parce que il y a ceci, il y a cela, et il y a un type qui appuie sur des boutons pour envoyer des bombes, quoi. Donc, ce débat, ils l'auront. Ce débat, je crois qu'il faut être tranquille, on le gagnera. Et ça prendra du temps. On a des appuis intéressants et c'est eux qui perdront. Ils rentrent dans les poubelles de l'histoire complètement. Voilà. Après, je vous raconte juste une petite anecdote parce que ça m'a quand même, c'est un peu, je trouve ça assez amusant. C'est que j'ai été l'objet de cette vindicte vu que donc je fais très attention de jamais prendre la parole parce qu'on est embarqué dans des débats qui m'intéressent pas du tout. Mon travail, c'est vis-à-vis des juges. Et donc, voilà. Ça se passe à Lyon, une association d'étudiants à la fac avec la présidente de la fac qui est d'accord. Et il s'agit pas de parler de la Palestine, mais des décisions de justice qui ont été rendues et de la plainte que j'ai déposée. Donc, je suis avocat, je suis docteur en droit, je suis habilité à diriger des recherches. Je vais à la fac pour expliquer ça à des étudiants. Et la présidente de la fac est d'accord avec la conférence. Alors, je vous dis, je peux accepter. Voilà, bon. Et puis, la veille, ça y est, on a communiqué du CRIF et ceci, que je suis abominable et que c'est pas la place à la fac de faire des débats sur l'antisémitisme, enfin, tout ce que vous voulez, tout le miasme. Donc, il y a un arrêté qui est pris d'interdiction, il y a des avocats qui font recours et le tribunal estime qu'effectivement tout ça c'est grave et compagnie et machin, et puis que c'est pas à la fac que ça doit avoir lieu. Alors, si ça va pas à la fac, on va le faire à la Bourse du Travail, qui est gérée par les syndicats, qui est un lieu privé où il y a une tradition de réunion sans aucun incident, même déjà sur la Palestine, il y a des personnages j'en ai tenu. Et donc, on fait la réunion à la Bourse du Travail à 19 heures et à 15 heures, il y a un arrêté préfectoral qui vient en disant que impossible même à la Bourse du Travail, trop dangereux. Et le motif, c'est moi, parce que je suis avocat présumé du Hamas. Donc, en fait, on s'en prend en plus à moi, non pas en fonction de mes écrits, mais de ma fonction d'avocat. Donc, tu assures la défense aux assises d'un violeur, donc t'es violeur. Ça va pas plus loin comme raisonnement. Et bon, ça m'a valu toute une série de petits tracas, peu importe, c'est une chose. Mais ça, je passe outre parce que c'est des gouttes qui tombent sur les plumes du canard. Mais et après, il y a l'épisode qui vient, peut-être 15 jours plus tard, c'est rigolo. C'était à la mosquée, je suis avocat de la mosquée de Lyon, et il y a l'iftar le soir. Il y avait le grand iftar où Captain, le président, réunit tout le monde. Il y avait peut-être 300 personnes, toute la société lyonnaise se précipite. Et là, c'est pas moi qui fais les tables, mais je me suis trouvé à la table où il y avait la secrétaire générale de la préfecture. Et je me suis dit, la pauvre, ça va être horrible pour elle de devoir supporter mon oxygène, vu que je suis quand même un représentant du Hamas. Mais on a parlé de tout, c'était une soirée délicieuse. Vraiment, elle ne savait même pas qui j'étais, même pas ce qui arrivait. Donc, en fait, moi, ce que j'en déduis, c'est qu'il y a vraiment 4 personnes, si vous voulez, qui sont entre le CRIF et puis le ministère de l'Intérieur qui donnent des ordres. Et sur place, ils exécutent sans savoir ce qu'ils font, sans savoir ce qu'ils font. Cette dame, on a discuté de tout, on a parlé de la Palestine, on a parlé de tout, il n'y a pas de problème. Je ne savais même pas qu'elle m'avait interdit. Mathilde? Oui, alors pour rebondir très rapidement sur ce que vous disiez, Monsieur Devers, sur la question de est-ce qu'on va faire appel. Alors je ne sais pas pour tous les cas, mais en tout cas les cas LTA, on a effectivement réfléchi à ça et on va faire appel. On va faire appel. Alors c'est une question intéressante parce qu'on ne fera pas appel parce qu'on est convaincu que on aura l'argument juridique qui va convaincre les juges.
qu'on va trouver une meilleure défense, qu'on va trouver un meilleur argumentaire, qu'on va trouver un texte de loi qui permettra de relaxer notre client. Mais en fait, on se focalise. Alors, il y a évidemment des stratégies juridiques à prendre en compte, hein. On n'est pas complètement en abstraction de ça. Mais c'est aussi parce qu'on a l'espoir que le rapport de force il change, en fait, de maintenant au moment où notre client passera en appel. On espère on voit aujourd'hui que le rapport de force de toute façon change, il se transforme avec les étudiants qui se rallient à la cause, avec les occupations, avec les mouvements sociaux, avec les syndicats, etc. Donc on espère que ça aura un impact sur la décision. Le rapport de force politique qu'il y a autour, le fait que le mouvement de solidarité avec la Palestine, il arrive à s'insérer dans le champ politique de manière plus forte, qu'on arrive à apprendre aussi de ce qu'on vit là aujourd'hui, de cette répression. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font à ce niveau-là. On en parlait avec Elsa la semaine dernière, même il y a 3 jours, on s'était réunis pour discuter de ça, de comment est-ce qu'on arrive à coordonner avec des organisations politiques, avec des syndicats étudiants, ouvriers, etc., etc. Et donc, on fera appel. Donc, on fera appel. Effectivement, on va élaborer une stratégie juridique à la hauteur de l'enjeu. Et on va aussi évaluer des éléments extérieurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait appel. Et sur ça, on s'est rendu compte, par exemple, en tout cas pour moi, ça a été un grand moment de lucidité, euh, de comprendre que, alors, via ce cas d'apologie du terrorisme, dont on a parlé, je me rends compte qu'en fait, le droit était parfaitement appliqué. Le droit était parfaitement appliqué. On est arrivé, on avait une très belle défense. Le client a su parfaitement replacer ses propos, son militantisme dans un contexte plus général, historique, politique. C'était vraiment un bel argumentaire et solide, mais ça n'a pas suffi. Les juges c'était inaudible en fait. Ce discours-là est inaudible. Comprendre la question de la Palestine comme une question coloniale n'est pas quelque chose que c'est pas audible. Et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de choses, même dans le droit. Alors, peut-être pas dans le droit français, il y en a, mais plus dans le droit international, des textes de loi, des résolutions, des décisions qui permettent parfaitement de rendre compte de la situation en Palestine et qui permettent parfaitement de rendre compte aussi du 7 octobre et de ce qui se passe depuis. Ça, c'est inaudible. Ça, c'est inaudible. Bon, on espère encore une fois, que le rapport de force politique, il permettra de changer aussi les stratégies juridiques et des possibilités devant les tribunaux. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Et on reviendra sur ce que tu as dit, qui me semble très intéressant, que le droit finalement a été parfaitement appliqué. Je reviendrai parce que c'est le titre de cette conférence, Tordre le droit. Est-ce que le droit est vraiment tordu finalement, ou est-ce qu'il est tout simplement très très fonctionnel et très très bien appliqué pour servir grosso modo la protection d'un certain ordre établi et d'un ordre colonial? J'y reviendrai juste après, mais j'avais une question notamment par rapport à ce qu'a dit Maître Devers tout à l'heure. Alors, il disait, pour éviter un peu les poursuites pour apologie du terrorisme, c'est vrai, il faut expliquer. Alors, on a vu les premières poursuites, c'est vrai, on a entendu beaucoup parler de dessins, de phrases, de mots, en fait, comme ça, décontextualisés. Et on a pu croire, et c'est vrai que enfin, nous-mêmes, on y a cru, que de ramener du contexte, en fait, de longues descriptions, de longues analyses, ça permettrait d'éviter quelque part ces poursuites-là. Et en fait, non, c'est pas le cas. Et je pense qu'un très très bon exemple de ça, c'est la condamnation du syndicaliste CGT du Nord, de l'ESCO. Je pense que vous avez tous vu, il a été condamné à un an de prison avec sursis pour un tract. Et pour cette phrase en particulier que je vous lis, donc c'est un tract qui a été diffusé le 10 octobre, hein, par la CGT du Nord. Donc on revient grosso modo sur l'offensive coloniale israélienne, sur le 7 octobre, et où il est écrit les mots suivants: Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Et c'est cette simple phrase, alors accompagnée de tout un texte, hein, de contextualisation, qui a valu aux responsables, aux syndicalistes, une condamnation à un an de prison avec sursis. En justifiant alors là l'apologie du terrorisme, on nous dit
c'est pas vraiment parce qu'il a fait l'apologie, hein, voilà, c'est pas vraiment parce qu'il a présenté ça de manière très 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 favorable, mais on nous dit deux choses, c'est que il n'y a pas de réprobation morale suffisante. Voilà, il ne donne pas l'impression d'exprimer une réprobation morale, hein. Ça, là, je cite la condamnation suffisante. Et par ailleurs, ce qu'on a déjà entendu dans plusieurs condamnations, c'est oui, mais même s'il n'y a pas vraiment directement apologie, le fait que ça puisse tomber sous des yeux ou dans des oreilles, qui puissent, elles, trouver que ça justifie d'une manière ou d'une autre les attaques du 7 octobre, eh ben, c'est de l'apologie du terrorisme. Et moi, j'aimerais bien vous entendre sur ça, c'est-à-dire sur cette, t'en parlais Elsa tout à l'heure, sur cette extension constante de la catégorie juridique en fait de l'apologie du terrorisme et de la nécessité de la remettre totalement en cause. Parce qu'on entend là ces derniers jours des distinctions finalement entre le bon apologie du terrorisme et le mauvais apologie du terrorisme. C'est-à-dire que voilà, il y a des forces politiques qui se disent, bon, en fait, il y a des personnes qui ne méritent pas d'être accusées d'apologie du terrorisme, mais qui ne remettent pas fondamentalement en cause cette catégorie juridique, alors qu'il me semble que de toute façon, peu importe ce qu'elle vise, elle est problématique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux dire deux mots là-dessus. Euh, oui, enfin, en fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de dire, moi, pareil, j'ai défendu un conseiller municipal d'Échirolles qui s'appelle Mohamed Makni, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et on fait aussi appel. Lui, il avait partagé la tribune de l'ancien, c'est un franco-tunisien, il avait partagé la tribune de l'ancien ministre des Affaires étrangères tunisienne, qui était une tribune qui parlait même pas, enfin, dont l'axe c'était de dénoncer en fait la position des Occidentaux. La tribune, elle s'intitulait Les Lâches. Donc, je pense que ça n'a pas été apprécié. Et par ailleurs, ça disait, vous vous empressez de qualifier de terroriste ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance, en gros. Et du coup, c'est intéressant parce que la première chose à dire, pour peut-être sur ces éléments circonstanciés, et après rentrer dans le détail de ce que tu évoques, Siam, effectivement, parce que je pense que c'est une question importante, mais c'est que moi, dans la quasi-totalité des cas que j'ai défendus, il y a très peu de gens qui parlent du Hamas, quoi. Enfin, ce volet-là existe assez peu. Et le débat se centre beaucoup sur, effectivement, la qualification ou pas de résistance pour le mouvement national palestinien dans sa diversité, par ailleurs. Enfin, et le débat de est-ce qu'on peut qualifier le mouvement national palestinien de résistance sans que ça exprime un soutien politique à l'ensemble de ses composantes, ou est-ce qu'en fait la résistance, c'est De Gaulle et les communistes en France et rien d'autre, quoi. Euh, et l'autre volet, c'est effectivement sur la discussion autour de la question du est-ce que c'est terroriste ou pas, dans un contexte où, encore une fois, par exemple, si on regarde l'exemple de la France insoumise, leur position, c'était de dire c'est un crime de guerre. Et pas un acte terroriste pour des raisons qui leur appartiennent. Enfin, je veux dire, c'est l'argumentaire qu'ils ont développé en disant, bah, écoutez, nous, comme l'ONU, en gros, on considère que le Hamas, c'est aussi une organisation politique qui fait des scores électoraux importants à Gaza. Enfin bref, vous voyez tout l'argumentaire. Et donc, pour nous, c'est un crime de guerre qui éventuellement devrait être jugé, mais par les instances, machin truc. Et en fait, c'est intéressant de voir que du coup, ce qui est poursuivi, je veux dire, c'est pas des. Parce que l'infraction d'apologie du terrorisme, c'est de présenter sous un jour favorable ou de formuler des propos laudatifs à l'égard d'actes terroristes. Et donc, on voit, par exemple, si on regarde le cas de la France Insoumise, que ce qu'ils attaquent, c'est vraiment une caractérisation politique sur un événement, plus le fait que ce soit, plutôt que le fait que ce soit pris sous un jour favorable, quoi. C'est vraiment l'impossibilité de caractériser ça autrement. Et deux choses de ce point de vue. Pourquoi est-ce que pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais apologie du terrorisme? Parce que déjà, je veux dire, il faut lire même le communiqué de presse. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, parce que moi, je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant, mais le communiqué de presse de l'AFP du 28 octobre 2023, qui dit de manière très claire, qui s'explique, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'injonctions à qualifier tel acte ou telle organisation terroriste, et qui s'explique en disant, nous, en qualité de journalistes, pas plus pour le 7 octobre que pour tout un tas d'autres événements, il cite l'IRA, je sais pas quoi, n'importe quoi. On n'utilise pas le terme de terroriste parce que c'est un terme qui par ailleurs est contesté en criminologie, qui n'a pas de définition
arrêté objectif et qui historiquement a beaucoup servi à désigner l'opposition, et l'exemple paradigmatique étant évidemment la figure de Nelson Mandela sur les listes antiterroristes jusqu'en 2008. Et plus profondément que ça, si on regarde l'histoire même de l'infraction d'apologie du terrorisme, et c'est Vanessa Kodachoni qui a publié récemment un texte, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est cohérent par ailleurs avec les publications et le travail qu'elle produit en général, mais où elle montre que l'histoire de l'infraction d'apologie du terrorisme, bien avant que ça serve à désigner le terrorisme islamiste, le Hamas ou autre, ça servait à désigner les anarchistes et les oppositions politiques anarchistes. Et qu'en fait, il y a une porosité très importante entre les délits qui criminalisent des propos et la répression politique au sens strict. Et avant même que les questions se posent sur ce terrain, ça a toujours été un outil qui a servi à criminaliser l'opposition politique. Donc c'est pour dire qu'en fait, l'infraction d'apologie, parce qu'on peut évidemment comprendre qu'en fait, sur les 10 dernières années, se sont déroulés en France tout un tas d'événements tragiques, d'attentats terroristes horribles qui ont choqué énormément, etc. Et que ce serait pour ça qu'en fait, cette infraction, elle aurait été durcie dans la loi et qu'elle punirait plus de monde parce qu'elle permettrait de réprimer mieux le terrorisme. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a une préoccupation de voir comment est-ce que des attentats horribles ne se reproduisent pas, etc. Mais de ce point de vue, je pense que c'est un leurre, parce qu'en réalité, des attentats, il y en a eu avant 2014, par ailleurs, et c'est pas ça qui explique le bond absolument gigantesque des condamnations. Et à l'inverse, une formule qui me semble plutôt significative, c'est celle que Henri Leclerc il avait employée au moment de l'adoption de la loi, où il avait dit c'est une loi de circonstance qui a servi à condamner des ivrognes et des enfants. Parce que ça sert à réprimer des propos qui sont parfois confus, contestables, choquants, etc., mais qui n'ont absolument rien à voir avec la commission d'un acte terroriste ou l'appartenance à une organisation terroriste, mais qui ont beaucoup plus à voir historiquement avec la répression ou de certaines populations ou d'opposition politique, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a effectivement un enjeu, et Mathilde, elle le disait, enfin, à penser aussi des défenses collectives autour d'axes politiques qui permettent de discuter de ce que c'est que cette infraction. Moi, je pense qu'on devrait, qu'on soit avocat, militant politique ou syndicaux, porter comme revendication l'abrogation de la loi de 2014 en démontrant que c'est pas une loi avec des intentions nobles, mais qui a bien en fait un enjeu de criminalisation de l'opposition politique en général, et qu'elle permet de faire ça de manière redoutablement efficace, puisqu'on est dans une situation où des propos peuvent être condamnés à des peines extrêmement lourdes. Et comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas seulement que a posteriori, une fois qu'on est condamné, en fait, c'est une peine qui est attentatoire à la liberté. C'est que sa formule pour condamner la France sur son usage de cette loi, c'était de dire que ça exerce un effet dissuasif vis-à-vis de l'exercice de la liberté d'expression. Donc, c'est en fait que ça permet l'instauration d'une véritable chape de plomb sur le débat public, au-delà même des propos qui sont effectivement tenus, quoi. Et je pense que la ligne à défendre, c'est de dire abrogation de la loi de 2014, et ensuite, si on veut critiquer des propos qui sont tenus sur tel ou tel événement, il faut le faire politiquement. Et c'est le produit de batailles politiques, et c'est le produit de débats politiques, et rien n'empêche de les mener sur ce terrain-là. Et je finirai par une chose. Moi, je partageais aussi ce que disait Gilles Devers sur la crise d'hégémonie en fait du gouvernement français, et que je pense qu'il faut voir aussi cette dynamique un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que oui, d'un côté, il y a une offensive réactionnaire et répressive très très intense, mais que de l'autre côté, il n'en aurait pas besoin s'il n'y avait pas un phénomène de contestation important. Non seulement qui s'est exprimé l'année dernière quasiment en continu, enfin, je veux dire, il y a eu des grèves, des révoltes dans les quartiers populaires, une détestation très profonde du gouvernement, mais aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que il a une énorme difficulté à défendre sa politique internationale. Parce que la position de la France au premier jour, ça a été le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, et aujourd'hui, je veux dire, c'est intenable. Et d'ailleurs, la France est de plus en plus isolée sur le terrain international et se retrouve face à une contradiction très importante qui est que sa population, sa jeunesse est de toute évidence solidaire de la population gazaoui, et donc non seulement critique de l'État d'Israël, mais critique de son propre gouvernement, dans un contexte où ils sont en même temps en train d'annoncer des mesures budgétaires, des mesures austéritaires, et ils sont en train d'essayer d'organiser les JO les plus sécuritaires de l'histoire des Jeux Olympiques. Et je pense que c'est l'accumulation de ces contradictions qui pousse un peu le gouvernement à agir de cette manière, mais je pense que c'est coûteux parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire de toutes ces convocations. Enfin, je veux dire, parce que c'est hétérogène. Dans un sens, pour dire, moi, à la fois, ma position, c'est dire le but de l'apologie, c'est fondamentalement de
de pénaliser et de renforcer un délit d'opinion. Donc, c'est pour ça qu'on doit en exprimer le retrait. Et en même temps, c'est hétérogène, les gens qui poursuivent. C'est-à-dire que parfois, ils poursuivent des gens qui ont eu des propos confus, contestables, et ils poursuivent aussi le communiqué de la France Insoumise, où je pense que pour aller au bout de cette procédure, ça va quand même être compliqué. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que c'est aussi une manifestation de la crise un peu du gouvernement, où à mon avis, il y a des parquets, des préfets qui se sentent pousser des ailes. Faut rappeler, hein, les préfets, c'est une institution très bonapartiste, fondée par Napoléon III au lendemain du coup d'État, etc. Enfin, je veux dire, c'est des institutions aussi parce que, par exemple, c'est intéressant de voir que sur l'interdiction de la conférence de Mélenchon à Lille, Macron n'était pas si emballé que ça par l'idée. Parce que le problème, c'est que ça donne aussi une impression de fébrilité très importante. Et je pense qu'il y a tout ça qui est en jeu et qu'en réalité, on n'a pas non plus de raison d'être dans un état de sidération, de panique, etc. Parce que je pense qu'il y a des ingrédients dans la situation qui permettent de répondre à la hauteur des enjeux, quoi. Oui, à ce stade, je dirais deux choses. Elle, la, la première, c'est sur cette question du terrorisme, vous l'évoquez déjà, des mots très justes. Mais je voudrais bien rappeler que à la Cour pénale internationale, il n'y a pas le mot de terrorisme. Donc, on attend des mandats d'arrêt. Il y aura des mandats d'arrêt contre le Hamas, c'est certain. Mais on est déjà sur une chose, c'est qu'ils ne seront pas poursuivis pour terrorisme parce que le mot de terrorisme ne figure pas dans le statut, ni dans les infractions, ni dans quoi que ce soit. C'est un mot qui a permis de tout faire et qui n'a pas de contenu en lui-même. Donc, prendre les Français directement sur la question terrorisme ou non, alors que le droit international ne connaît pas cette notion, amène une régression et isole le gouvernement sur le terrain de la compréhension sur le terrain des faits. Ensuite, de deuxième, vous dites à juste titre que Israël, la France dit soutien conditionnel à Israël. Le problème qui va se poser, c'est qu'il y a un débat juridique qui n'est pas uniquement franco-français et les procureurs veulent faire du zèle. Il y en a certains, c'est sûr, euh, mais les préfets aussi peuvent le faire éventuellement. Mais en bout de course, le débat va avoir une structuration juridique internationale. Et bon, moi, j'ai saisi la Cour. C'est pas que c'est une juridiction extraordinaire, c'est une juridiction qui on n'a que des problèmes, mais c'est la seule qui est efficace pour la Palestine. Donc c'est ainsi. Et on a des moyens d'avancer. La preuve, on est en train d'arriver à des choses. Et dans les mois qui viennent, ben, il y aura tôt ou tard. Hein, je pense pas que ça peut être dans les jours qui viennent. On ne sait pas. Ben, ces jours-ci, c'est de la communication qui vient du cabinet de Netanyahou et on sait que c'est un menteur fini, capable de dire quoi n'importe quoi. Mais en tout cas, on s'en approche. Je ne sais pas si on parle plutôt des décisions du procureur qui saisit la Chambre ou de la décision de la Chambre qui seule peut émettre le mandat d'arrêt. Donc on verra bien. On n'est pas à 15 jours près, on n'est pas à 48 heures près. Le temps que les choses se fassent, mais il y a une mécanique profonde et il y a une qualité du travail qu'on a avec les équipes d'enquête là-bas, aussi bien au bureau du procureur qu'au bureau des victimes. On se rend compte qu'il va se passer des choses. De toute façon, c'est l'analyse juridique qu'il faut faire, pas les commentaires de Netanyahou dont on se contrefout. L'analyse juridique est que la Cour a été soumise à un défi qui est qu'on lui met sur la table le plus important de tous les crimes commis ces dernières années, depuis sa création en tout cas, et que si elle ne se saisit pas de ce crime à la hauteur de responsabilité qui est nécessaire, ben c'est fini pour elle, elle restera rien du tout. Et le procureur a un mandat de 9 ans, il lui resterait 7 ans à faire s'il n'a pas branché sur la Palestine. Il est inaudible sur quoi qu'il lui faire par la suite, vu que vous me poursuivez parce que je suis un petit tyran local, et puis le gros occidental, il peut faire. Bon. Donc on aura ces mandats. Je crois qu'il faut vraiment le dire avec beaucoup d'assurance. Et on aura derrière des qualifications et du débat qui va venir. Et il va bien y avoir un débat pour le gouvernement français. Parce que depuis le premier jour, j'apporte mon soutien inconditionnel à Israël. Israël, c'est un gouvernement qui s'appelle le gouvernement Netanyahou. Netanyahou est mis en cause à 2 reprises par la Cour internationale de justice disant génocide probable et est poursuivi pour un mandat d'arrêt. C'est-à-dire que s'il vient en France, Macron est obligé de le faire arrêter pour le conduire à La Haye. Bon. Et le débat qu'il y a actuellement, comme si on voyait bien un gros État solide, bien sur ses bases, et puis en face des petits militants et qu'on chope comme des lapins, c'est un débat qui va être inversé dans les temps qui viennent. Et là, les arrêts qui seront pris contre Netanyahou, sans doute son ministre de la Défense, chef d'état-major, plus d'autres choses qui vont aller avec, vont créer un cadrage juridique qu'il n'y a absolument pas maintenant. Voilà. Et je sais qu'en France, c'est extrêmement difficile. Je ne parle même pas
que ce soit les procureurs ou les plateaux télé, je veux dire, c'est à peu près du même niveau, vu que Palestine, on connaît, et dès qu'on discute avec eux, je ne vais pas le faire devant vous, mais on se rend compte qu'ils ne connaissent absolument rien du tout. Ils ont que des idées fausses, des a priori, des chroniques qui sont même pas du niveau de Paris Match, et là-dessus, il vous faut une construction. Vous allez à l'audience, vous écoutez ce qui est dit sur ce niveau-là, mais c'est constamment de nullité. Voilà. Donc, pour le moment, on a un État qui est puissant et qui tape, mais à terme, le match sera perdant pour lui. Pardon, je ne sais pas si Mathilde, tu voulais réagir à ça? Oui, très rapidement. Donc oui, effectivement, le fait que l'instrument, on va dire, privilégié de la répression est le droit aujourd'hui, parce que c'est très facile. C'est-à-dire que on passe par le droit, il est autoréférentiel, il se valide par ses principes, par la question du maintien de l'état de droit, la nécessité de garantir l'équilibre entre les différents droits, la liberté d'expression, etc. Et en fait, il y a des formes, enfin, derrière l'utilisation du droit, il y a très clairement des formes déjà politiques. Il y a une dimension politique indéniable, c'est ce que Elsa disait. C'est normal que ça fasse émerger des discussions juridiques, légales, etc. Mais je pense que derrière ces débats, on a tendance à se concentrer sur la dimension, ouais, purement juridique, techniciste, légaliste de ces cas-là, et qui met un peu de côté la dimension politique, qui est essentielle. Que ce soit d'ailleurs en Palestine ou en France. En Palestine, les Palestiniens ont tout essayé, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont fait le boycott, ils ont fait les marches, ils ont fait les négociations, ils ont fait le droit international, et ils continuent d'être colonisés, occupés, brutalisés, bombardés, etc. Donc la question n'a jamais été de savoir comment est-ce que les Palestiniens manifestent ou résistent. C'est qu'ils résistent tout court, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe en France. C'est pas la question de savoir comment, c'est toute forme de soutien à la Palestine en France est réprimée. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de avoir parlé des différents cas. C'est peut-être un peu barbant d'en parler comme ça, les procédures disciplinaires et tout, mais on voit bien que on cible pas uniquement des propos soit provoquants, soit à la limite de... Non, non, on parle de levée de fonds, on parle de collégiens qui passent le bac, on parle d'événements qui tournent autour de débats autour du droit international. Enfin, toute forme de débat autour de la Palestine qui vient expliquer, contextualiser, historiser le débat sur la question aujourd'hui en Palestine est réprimée. Donc, la question de savoir s'il y a une bonne infraction, apologie du terrorisme, pour moi, elle est vraiment, en tout cas, pas essentielle, elle n'est pas centrale, parce que la dimension politique aujourd'hui, elle est flagrante. Qui on cible pas. Les avocats, on avait, par exemple, j'en ai parlé, les avocats, certains étaient ciblés pour avoir dit, en gros, on soutient le peuple palestinien, alors que d'autres avocats appelaient à financer l'armée israélienne parce que ensuite ils pouvaient défiscaliser ces dons. Personne n'est allé poursuivre ces avocats-là. Personne n'est allé les dénoncer. Donc voilà. Alors, peut-être aussi parce que effectivement du côté des organisations sionistes, il y a une organisation qui se fait. On connaît aussi les fonds et les efforts et les initiatives de certaines institutions israéliennes pour exporter cette idéologie-là, sioniste, etc., et de traquer les militants pro-palestiniens en Europe. On le sait, hein, c'est documenté, c'est connu. Mais aussi, il y a une forme de, c'est pas une question juridique, c'est pas une question juridique. Et donc, s'il faut effectivement, il faut travailler à ce que certaines situations soient qualifiées juridiquement parce que ça permet de consolider l'idée, ça permet aussi de protéger les militants. Le droit international le dit très clairement, tout ce que les militants disent en France. Donc, c'est un rempart, on va dire. Et c'est d'ailleurs incroyable que certaines personnes soient condamnées à de l'apologie du terrorisme pour avoir des choses qui sont, mais à l'identique, inscrites dans le droit international, à l'identique. Donc, on pourrait parfaitement penser que Francesca Albanese, elle pourrait se faire condamner pour apologie du terrorisme en France, ce qui est quand même assez ouf. Donc le débat juridique, il tend un petit peu à recouvrir, en fait, à recouvrir le débat qui est le débat de fond, qui est de savoir comment est-ce qu'on confronte le colonialisme israélien, comment est-ce que, depuis la France ou même depuis la Palestine. Et les dimensions, j'en profite pour faire un point parce que j'avais parlé des dossiers à la Legal Team et je voulais peut-être apporter une analyse un tout petit peu plus critique, un petit peu plus distancée par rapport aux dossiers.
Donc nous, à la Legal Team Antiraciste, on a donc été confrontés à tous ces cas-là, à des chiffres, en fait, à des données, on va dire, de combien de personnes. Enfin, on a été confrontés ouais, à une grande variété de cas et on ne savait pas exactement quoi faire avec ces données-là, qui on pensait c'était important de les communiquer, d'en faire quelque chose, d'en faire une analyse, de pouvoir documenter les cas de répression en France et de pouvoir partager ces informations-là avec les mouvements sociaux, avec des médias à qui on fait confiance, avec des académiques, etc., pour vraiment pouvoir faire un état des lieux, on va dire, de la situation de la répression en France. Et on a constaté, on va dire, deux choses, a priori. On communiquera une fois que l'enquête sera terminée, mais en tout cas, deux choses qui ressortent de manière très claire. La première, c'est la dimension raciale de la répression, et donc politique. Et donc politique. C'est pas là, il y a une dimension raciale très claire. On voit des similitudes très claires entre des dossiers de répression des émeutes de l'année dernière, par exemple, les émeutes qui ont éclaté dans les banlieues en France à la suite de l'assassinat du jeune Naël par un policier. On voit des similitudes entre ces dossiers-là, des dossiers de répression des abayas, et les dossiers de répression anti-Palestine en France. On le voit déjà, premièrement, parce que le racisme intervient presque systématiquement dans la répression des militants pro-palestiniens. Et là, je parle des militants, on va dire, lambda, mais aussi des figures médiatiques comme Rima Hassan, qui a subi des discriminations très clairement. Donc, le racisme, les équivalences avec le niveau de sévérité des condamnations qu'ont subi les émeutiers des banlieues l'an dernier. Par exemple, avec un très grand nombre de condamnations à de la prison ferme, euh, qui constituent des procédures bâillons classiques, on va dire. On veut faire de ces personnes-là un exemple, on va dire, pour dissuader. Et on voit des similitudes entre ça et la criminalisation du militantisme pro-palestinien, donc avec des condamnations à de la prison avec sursis, qui, comme le disait Elsa, sont quand même particulièrement disproportionnées pour la poursuite de propos politiques, etc. Donc le racisme, le niveau de sévérité des condamnations et le phénomène d'invisibilisation. Les habitants des quartiers subissent la marginalisation sociale, spatiale et politique, le racisme, les violences policières, la criminalisation du soutien à la Palestine aussi, parce qu'on connaît les liens historiques et politiques entre les habitants des quartiers et le mouvement de solidarité avec la Palestine. D'ailleurs, les habitants des quartiers ont été qui l'ont structuré en France. Et inversement, c'est-à-dire une boussole, on va dire, une boussole et des points de référence pour beaucoup de populations issues de l'immigration en France. Et ce phénomène d'invisibilisation, on le voit très clairement dans ces deux cas-là. C'est également le cas des militants pro-palestiniens qui subissent une répression qui est d'autant plus violente parce qu'elle est invisibilisée et parce que les condamnations sont très généralement plus sévères. Donc, ça mérite quand même de se focaliser là-dessus. Voilà, c'était juste pour revenir, c'était simplement pour revenir là-dessus. Donc la première chose, c'est effectivement ces similitudes-là, donc le racisme, mais il y a aussi une dimension autoritaire, on va dire, et ça on le sait, avec le fait qu'on cible des représentants politiques et des figures médiatiques, etc., et on veut faire taire une certaine gauche en France. Mais cette dimension autoritaire, on la voit parce que les effets de la répression se sont joués à tous les niveaux, à toutes les échelles de la vie sociale des individus, et notamment sur l'échelle intime. On a eu un très grand nombre de personnes qui ont témoigné se sentir particulièrement isolées et surveillées depuis le 7 octobre par rapport à leur positionnement en soutien avec la Palestine, donc que ce soit par leurs amis, leurs familles proches, leur environnement social, on va dire. Et on pense que ça, c'est parfaitement cohérent avec une dynamique politique en France aujourd'hui, qui est celle de, à mesure que l'État français concrétise son projet antisocial et se désengage progressivement des secteurs du service public, des secteurs du social, de l'économie, etc., il se veut davantage interventionniste dans la sphère intime, privée, familiale, etc. On le voit donc plus généralement dans le cas, les banlieues sont très touchées par ça. Donc là, très récemment, le gouvernement a annoncé vouloir mettre en place des systèmes de sanctions plus précoces dans les écoles primaires, donc pour contrer au phénomène de violence qu'il y a dans les écoles. Alors vous allez penser que ça n'a pas de lien avec la Palestine, mais là, ça touche d'une manière quasi systématique les personnes des quartiers. Donc c'est ça la prémisse, on va dire. On a vu l'instauration de couvre-feu
vers Marseille, à Béziers, en Guadeloupe. Donc, c'est qui? C'est des populations euh, colonisées ou alors des personnes des banlieues qui subissent une forme de moralisme et d'interventionnisme de l'État. Et plus récemment, et c'est pour ça que je pense que le lien est intéressant, il a qualifié donc les étudiants Sciences Po qui se sont organisés pour exiger de l'administration qu'elle cesse les partenariats avec des institutions israéliennes, les a qualifiés de minorités agissantes dangereuses qui veut imposer une idéologie venue d'outre-Atlantique. Donc on comprend très bien les analogies qu'il y a derrière ça avec la théorie du grand remplacement, qu'on veut faire importer une idéologie dangereuse, etc. Donc c'est vraiment, dans cette criminalisation-là, il y a vraiment une dérive liberticide, autoritaire, mais aussi profondément raciste de la français. Et voilà, je pensais simplement que c'était intéressant cette approche un peu plus distancée. Merci beaucoup, Mathilde. Peut-être un mot revenir, parce que ça me semble important. On a dit qu'on en reparlerait de ce titre, Tordre le droit. T'en as parlé. On a l'impression, et j'ai en tête l'interview d'un grand magistrat qui avait été publié dans Télérama, il me semble, qui disait finalement que la frontière entre le terrorisme et la résistance, c'était juste une frontière juridique. Bon. Et en vrai, on sait très bien que c'est pas une frontière juridique, que c'est une frontière politique. Et on a l'impression, c'est très notable ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il y a, comme tu l'as très bien rappelé, Mathilde, une forme de... on cache et on utilise en fait le juridique pour... Enfin, on cache quelque chose derrière le juridique, quelque chose qui est beaucoup plus politique. Et on le voit notamment avec l'usage de ces infractions. Apologie du terrorisme, on a déjà parlé de voilà de la qualification, la difficulté en fait à définir le terrorisme et de la manière dont ça pouvait être instrumentalisé par des pouvoirs pour disqualifier telle ou telle organisation, tel ou tel mouvement, etc., etc. Bon. Et puis, on le sait, les autres qualifications qui ont été retenues ces derniers mois, c'est trouble à l'ordre public pour les manifestations, notamment la conférence de Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, mais d'autres, hein, Judith Butler, des conférences à Sciences Po, etc. et tout, qui avaient interdit au motif de trouble à l'ordre public, d'incitation à la haine parfois, à raison d'une nationalité, etc., etc., ou de discrimination. Et on le voit à quel point en fait ces qualifications, ces catégories, elles sont politiques. Donc, d'où ma question. Euh, oui, de revenir un peu sur ce titre-là. Est-ce que finalement on tord le cou au droit ou est-ce que on assiste là en fait à ce qu'est le droit, à son usage en fait courant, c'est-à-dire aussi une utilisation à des fins de préservation d'un certain ordre établi. Ce qui expliquerait aussi pourquoi les principales cibles en fait de la répression policière, judiciaire, y compris sur ces dossiers d'apologie du terrorisme, sont toujours les mêmes, quelles que soient les infractions commises. Et là, je vois un article du Monde publié il y a quelques semaines qui revenait justement sur cette question d'apologie du terrorisme et qui expliquait que la très grande majorité des personnes visées étaient des personnes d'origine maghrébine, d'origine maghrébine. Ouais, ouais, j'y vais. Oui, je sais. En fait, pour commencer par ce que tu viens de dire à la fin, en fait, moi, je sais qu'on parle du même article du Monde, mais il y a eu un article de Christophe Ayad avant la seconde vague de convocation, qui est un peu le premier article dans le Monde qui est un peu sérieux, étayé, détaillé sur les procédures en cours. Et je me souviens que moi, je disais, ce qu'on en avait discuté, que pour moi, il y avait un peu deux types Enfin, après, c'est pas pour faire des catégories artificielles parce que c'est plus poreux que ça. Enfin, si on voit quelqu'un comme toi, comme Anas, c'est à la fois des personnalités politiques, à la fois des militants antiracistes, des personnes racistes, etc. C'est pas des catégories figées, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y avait un peu deux catégories. Il y avait la première qui était, en fait, parce que même avant la seconde vague, il y avait quand même, voilà, Jean-Paul Delesco, le directeur de publication du NPA. Enfin, il y avait quand même des personnalités politiques. Donc, je disais, il y a tout ce secteur-là. Et pour moi, ça permet d'exercer une pression en fait sur le débat public et de vraiment faire taire
La France Insoumise était un peu dans la sauce, mais pas vraiment. Enfin, il y avait tous les trucs autour de Daniel Obono, etc. Mais il n'y avait pas de convocation. Mais c'était vraiment pour empêcher que s'exprime politiquement et de façon organisée une alternative, en fait, au discours de soutien inconditionnel, etc. Et puis, il y avait tout l'autre volet où c'était beaucoup d'anonymes, beaucoup de gens de quartier. Moi, j'ai défendu des mineurs hyper jeunes pour des blagues à la con, à la cour de récré, des personnes qui ont tweeté depuis leur chambre et qui n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Quand ils se fait perquisitionner, interpeller eux, placer en garde à déféré, etc. Et dans ces auditions-là, moi, je disais que je notais que très souvent, quand c'est des personnes racisées qui viennent de quartier, on leur demandait de manière ouverte quelle religion ils avaient, s'ils étaient musulmans, s'ils allaient à la mosquée, quand est-ce qu'ils étaient allés à la mosquée la dernière fois et à quelle mosquée ils allaient, quoi. Donc, je veux dire, c'est quand même je vois pas le rapport, en fait. Je vois même pas pourquoi ils pensent que c'est possible de poser la question dans le cadre de l'audition qu'ils sont en train de réaliser, mais ça montre un peu, effectivement, la dynamique quand même incontestablement raciste et islamophobe de ces procédures, quoi. Et donc, il y a vraiment les deux volets. À la fois, le volet, bah, moi, je suis totalement d'accord avec Mathilde, hein, sur la continuité avec la répression abominable des révoltes de Naël et la séquence Abaya, voilà, répression post-7 octobre, etc., contre un secteur de la population qui est le secteur, en fait, des personnes musulmanes ou assimilées. Et on voit le cirque autour de l'affaire Geox, enfin, je veux dire, le niveau de décomplexion et de radicalisation, en fait, de certains secteurs des classes dominantes qui, pour moi, sont capables de diffuser un discours quasiment complotiste anti-musulman sans aucune difficulté à des heures de grande écoute sur des plateaux télé, quoi. Donc, pour moi, il y a évidemment tout ce volet-là. Et après, sur la question plus profonde du droit, moi, je pense qu'effectivement, et c'est intéressant d'en discuter, puisque je pense qu'avec toutes les organisations politiques et syndicales associatives, on est d'accord sur le constat, qui est celui de dire qu'il y a une offensive autoritaire abominable et qu'il faut y mettre un terme, et qu'après, on n'est pas vraiment d'accord, ou en tout cas que c'est un débat sur les causes. Et je pense que moi, comment dire, toutes les formes un peu d'imploration à un retour à l'état de droit, d'un appel à la raison de Macron pour en fait voilà, faire vivre la démocratie telle qu'elle devrait être et tout, pour moi, c'est répondre à un problème réel par une abstraction, parce que la réalité, c'est que la démocratie libérale, elle est totalement compatible avec ces formes de mécanismes autoritaires les plus outranciers. C'est ce à quoi on assiste évidemment de manière continue depuis 10 ans, avec, je dis, comme tournant l'interdiction des manifestations à Gaza, la mort de Rémi Fraisse, toute cette séquence-là qui n'a fait que s'aggraver en fait chaque année, où on a quasiment un dispositif par an, que ce soit voilà, la loi sur le renseignement, l'instauration de l'état d'urgence dans le droit commun, la loi anti-casseurs, la loi séparatisme, la loi sécurité globale. Enfin, je veux dire, on ne peut même pas toutes les lister. Et que ça, c'est totalement compatible avec l'état de droit. Enfin, je veux dire, à aucun moment, les règles ne sont enfreintes de ce point de vue. Et deux choses à part de là, je pense qu'il faut se rappeler, et en lien avec la nature aussi coloniale. Enfin, il faut se rappeler que la France, c'est un pays impérialiste, on évolue dans le cadrage institutionnel qui est celui de la Ve République, qui est en fait, et on discutait beaucoup de ces questions de régime au moment de la réforme des retraites, où en fait on pouvait imposer une loi vis-à-vis de laquelle 94% des actifs étaient opposés, tout simplement parce qu'il y a le mécanisme du 49.3, mais c'est pas un accident de parcours en fait, c'est le fonctionnement normal de la démocratie libérale en temps de crise. Et la Ve République, par exemple, elle a fondamentalement été construite pour ça. Il y a une formule de Gray Anderson que moi je trouve très parlante sur cette question, qui parle de l'amnésie de la Genèse, c'est-à-dire que on apprend tous à l'école la Ve République, machin, la séparation des pouvoirs, le suffrage universel, etc. Mais personne nous explique que c'est un régime qui est fondé sur un coup d'État, qui a comme vocation centrale de résoudre du point de vue français la crise algérienne, et donc d'organiser en fait le passage de la colonisation ancien régime à la France-Afrique et à la domination impérialiste de la France telle qu'elle existe aujourd'hui, et qui organise la possibilité pour le chef de l'État, pour l'exécutif, de maintenir son pouvoir, même en cas de crise très importante. C'est un régime qui est très, très appuyé sur l'armée, avec des pouvoirs exorbitants donnés à la présidence de la République. Enfin, il y avait le Financial Times qui, pendant la réforme des retraites, disait que la Ve République et la figure présidentielle, c'est ce qui ressemblait de plus près à un dictateur élu dans un pays avancé. Enfin, je ne sais plus quelle était la développée, quoi, au sens libéral du terme. Et je pense que
pour moi, effectivement, les fondements de ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise très profonde du système capitaliste à l'échelle internationale, dont la dernière manifestation, c'est la crise de 2008, dont jamais, en fait, les régimes néolibéraux n'ont réussi à s'en remettre. Je veux dire, il y a chômage sur chômage, la crise qui s'avère grave, etc. Et face à ça, des manifestations massives qui s'expriment partout dans le monde et vis-à-vis duquel ils n'ont plus d'outils institutionnels pour continuer à diriger, quoi. Et je pense que du coup, ils ont tout un arsenal qui leur permet en fait de fonctionner de cette manière-là le plus normalement du monde. Et je pense que de ce point de vue, on peut utiliser ou on peut paraphraser un peu la formule de Brecht sans parler de fascisme. Lui, il parle du fascisme, mais sans parler de fascisme parce que je pense que c'est une solution, mais en disant que l'offensive autoritaire, c'est pas le contraire de la démocratie, c'est son fonctionnement en temps de crise. Et de ce point de vue, oui, en tant qu'avocat, professionnel du droit, nous, on utilise le droit comme un outil tactique parce qu'il y a des conquêtes qu'il faut défendre, sur lesquelles il faut s'appuyer, parce que c'est des conquêtes pour les droits démocratiques, mais sans illusion qu'en réalité, un retour à la normale du point de vue centré sur un carcan institutionnel, c'est complètement illusoire en fait, surtout dans un contexte où non seulement, et je finis sur ça, mais non seulement le carcan institutionnel normal permet tout ça, mais par ailleurs, les classes dominantes, elles ne s'en satisfont même pas. C'est-à-dire qu'elles travaillent en permanence dans l'illégalité. C'est la raison pour laquelle la police, c'est la seule corporation qui voit toutes ces revendications satisfaites. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et du coup, on ne peut pas répondre à une pression matérielle effective policière par des incantations abstraites, même si tactiquement, ce sont des points d'appui qu'on doit utiliser évidemment, quoi. Merci beaucoup, Elsa. Je crois que Maître Devers peut dire un mot. Oui, ben, moi, mon intervention, elle est facilitée parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Elsa, bien sûr. De la part des avocats, c'est tout à fait indispensable d'avoir cette lecture, vu qu'en fait, on voit que toute la fac passe son temps à faire de nous des petits techniciens du droit, dans l'école de cette trapule de Jean Carbonnier, qui je pense est encore étudié à la fac, qui était une punaise pétainiste de la dernière catégorie. Et on est là pour enfiler les syllogismes comme on fait un tricot. Voilà. Donc, on a absolument un avocat qui est pas capable d'avoir un disque, une culture et ensuite un esprit critique sur l'environnement, y compris l'environnement politique. Évidemment, c'est pas la peine, ou alors il fait du droit de la copropriété puis sort du jeu, hein, c'est tout. Alors, ce qui fait que ça me permet d'avancer. Votre question, on tord le bras. Moi, je dirais oui, mais à la loi ou au droit, vu qu'en fait, toute l'histoire, c'est la rivalité entre la loi et le droit. Donc, en l'état actuel, la loi, elle est complètement tordue. Voilà. Mais le droit, il n'appartient pas à Micron, il n'appartient pas le droit, il appartient au peuple. Et en bout de course, ils n'arriveront pas à détruire. Il y a eu des tentatives, hein, et c'est dans tous les pays, c'est violent. Puis qu'en face, vous avez des gens qui jouent leur peau et donc c'est tout de suite violent, mais le droit l'emporte sur la loi. Et il faut relire le texte de Victor Hugo, la loi et le droit. On risque d'avoir Marine qui sera au pouvoir peut-être dans quelques années, on verra bien, mais ça n'a pas l'air mal parti. Ben, les gens vont redécouvrir cela. Et c'est pas parce qu'il y a une majorité, effectivement, qui est juste bonne à être une force de frappe que c'est fini. Donc, ça sera compliqué. Il y aura beaucoup de cas. C'est des gens qui vont dérouiller avec cela. Il y aura beaucoup d'abus, mais c'est plus la majorité parlementaire qui vote. Et à titre personnel, moi, j'ai réglé la question. Je vote s'il y a un candidat qui vraiment a ma sympathie à 100% ou à 95%. Et puis, si c'est pas le cas, c'est fini de jouer le jeu où je vote contre celui que j'aime pas parce qu'il est moins pire qu'un autre ou quoi que ce soit. Parce que je continue mon travail comme citoyen que je vais pas limiter au bureau de vote. Donc, cette posture des avocats qui ont un regard sur leur environnement et qui sont capables, y compris devant les tribunaux, quand il y a besoin d'ajuster en disant ta loi, c'est n'importe quoi, on n'est pas avocat. Voilà. Donc ça, j'approuve à 100%. Ensuite, vous avez évoqué la question du racisme qui est pesant. Je crois que c'est vraiment la ligne de fond et que la ligne de fond est un pouvoir. Il faut se rappeler de souvenirs. Bon, je suis le plus ancien de l'équipe, hein, mais nous, on a connu quand même des époques où la politique arrivait à faire du consensus. Je veux dire, quand c'était 74-80, vous aviez d'un côté le peuple de gauche, de l'autre côté le peuple de droite. Il y avait un meeting d'un homme politique, on se prêtait à être 3-4 000 à participer. Bon. Et il y avait des idéologies, il y avait, bon, ici, il y a plus, il y avait, donc la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire un peu de consensus pour dire je suis gouvernant, en tapant sur les minorités, donc de manière sélective et au hasard, ben, tout ce qui est un peu brun et un peu frisé.
Vous venez d'évoquer, il faut voir aussi, là aussi, il faut voir un petit peu plus large que strictement la question palestinienne. Vous venez d'évoquer là les couvre-feux pour les mineurs. Donc moi, j'ai plaidé celui de Guadeloupe où on a fait un référé liberté. Il a été rejeté chez le Conseil d'État demain. Pourquoi? Parce que on me dit, je passe, on fait pas le débat sur le référé des mineurs, les couvre-feux pour les mineurs, mais disons, il y a de la jurisprudence. Voilà. Donc, le Conseil d'État s'est prononcé en disant, dans tel cas, c'est possible, vous savez pas, etc., etc. Là-bas, en Guadeloupe, ce sont des nègres, on fait plus simple. On dit, mais il n'y a pas d'atteinte à la liberté de venir parce qu'ils peuvent se promener avec leurs parents. Ah ben, voilà. Donc, le référé est rejeté sur cette base que un mineur n'a plus une liberté d'aller et venir par lui-même à partir du moment où ses parents peuvent l'accompagner. Voilà. Donc, on dénie la liberté d'aller et venir aux mineurs de 17 ans. Il n'a pas un droit. Voilà, c'est une facilité, c'est tout. Et ça traduit l'idée que ce sont des gens qui naturellement sont violents. On reste à cette abstraction. Et pour ce qui est de la Guadeloupe, travaillant sur d'autres dossiers là-bas, on faisait l'autre jour le dossier de mai 67, sur lequel il y a beaucoup à dire, qui est très méconnu en France, qui a été le massacre de peut-être 60 à 80 corps, on ne sait pas, des salariés qui faisaient grève pour une augmentation de salaire de 2,5% dans le bâtiment. Il y a eu une tuerie, on sait, mais là, c'est la préfecture qui a tiré, qui a tué tout le monde, sur ordre d'un commissaire dont on connaît maintenant le nom. Les corps ont été ramenés à la préfecture. Il y a eu des fosses communes où ils ont été jetés à la mer, ils n'ont pas été rendus à la famille. Et donc, on a des cas. Oui, alors, on vous dit, mai 68, c'était super, la police impeccable, t'as vu la classe, la politique française, on a une police géniale, on fait mai 68, il y a eu des petits blessés et c'est tout. Mais un an plus tôt, il y a eu 80 morts tués, les corps dissimulés et les familles qui peuvent jamais faire le deuil. Et tu ne vas pas m'emmerder avec ça, ce sont des noirs. Voilà. Donc, moi, je suis pas surpris de toutes ces choses qui reviennent comme cela parce que c'est profondément ancré. Et je vais même vous surprendre en faisant une analyse vraiment très désagréable de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais je dois dire que cette analyse, c'est pas moi qui l'ai découverte. Enfin, j'ai découvert le texte et le texte est un texte de Mirabeau. Mirabeau, ben, le grand penseur, le grand acteur de la Révolution française, et qui s'alarme parce que au moment où il est au pouvoir, il y a la libération la première abolition. Donc après en Guadeloupe, ils vont être réesclavagisés pour être bref. Et donc, si comme c'est des Noirs et qu'on va plus les frapper, ils vont plus travailler. Voilà, c'est le gros débat. Voilà. Et donc lui, il explique effectivement que c'est une race dégénérée, que, enfin, vous l'écrivez le texte, je peux vous l'envoyer par mail, vous pouvez le faire circuler aux auditeurs, hein, c'est un texte officiel. Il est catastrophé parce que c'est une race dégénérée qui est incapable de rien faire. Et ben, on va bien voir, mais quand même, on va pouvoir les mettre assez dans la misère pour qu'ils soient obligés de travailler. Enfin, il explique tout ça très tranquillement. Et il conclut en fait notre erreur fondamentale. Et c'est là qu'on est directement dans le sujet de ce double standard qui joue aussi bien pour les militants bronzés en France que pour les Palestiniens. C'est que lui dit notre grande erreur, ça a été de mettre sur pied d'égalité les droits de l'homme et du citoyen. Et moi, comme un couillon, j'avais jamais vu qu'il y avait les deux finalement. Pour moi, je faisais un tout. Alors que lui, il distingue bien. Il y a l'homme. Parce que c'est pas une chaise, c'est pas une brouette. Si un esclave, tu lui mets une aiguille dedans, il y a le sang qui va couler. Donc c'est un homme. Mais quand même, c'est pas un citoyen. Et nous, on est tellement braves, il explique ça, on était tellement grand cœur, on a donné les mêmes droits à l'homme, aux citoyens, et ça marchera jamais. Voilà. Et donc, en fait, pour moi, le génome du racisme, il est dans la déclaration de 1789 et dans ses conceptions qui consiste à dire que, eh bien, il y a l'homme et il y a le citoyen. C'est pas pareil et que l'homme ne deviendra pas forcément un citoyen. Et ça a nourri toute une culture. On peut le développer, mais on le retrouve. Et qui fait qu'ensuite, une fois que vous avez posé ce principe, il y en a qui sont quand même jamais vraiment des citoyens, ben, ça ouvre toutes les possibilités, non pas d'être raciste, mais de légitimer une discrimination, ce qui fait que c'est sûr que je suis chrétien, on va pas me demander si je vais à la messe, mais je suis chrétien, on va me demander si je vais à la mosquée, parce qu'il y a l'homme et il y a le citoyen. Voilà, donc ça, je crois que c'est des thèmes de réflexion qu'il faut avoir. Et puis, je prends 2 minutes encore pour traiter d'un autre sujet qui, à mon avis, de la même veine, c'est-à-dire tordre la loi ou celui qui a vraiment tordu la loi. Là, peut-être je me fais des ennemis, hein, mais moi, je parle. C'est SOS Racisme et tous les couillons qui ont mis en place le système. Je dis pas ceux qui ont milité à SOS Racisme, qui peuvent être des braves gens. Parce qu'SOS Racisme a été créé d'une part sur l'idée d'enfermer la solidarité arabe aux banlieues et d'éviter tout lien avec la Palestine au départ. On peut reprendre, faire une émission spéciale sur la création des SOS Racisme, c'est flagrant. Ce sont les organisations sionistes qui ont mis en place SOS Racisme avec
toute l'équipe que vous savez et qui ont développé ce thème-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de solidarité internationale parce que Arab-Palestine, c'était déjà le problème à l'époque. Voilà, et ça a été fait sur cette base-là. Et ensuite, le slogan lui-même touche pas à mon pote, veut dire que ben, l'arabe, ça sera toujours un petit pote, on va l'arranger, tu vas pas lui faire de mal, mais c'est incapable de le reconnaître comme égal. Et on crée une culture qui est que c'est difficile de voir un arabe en pensant que ben, il peut être exactement le même que moi, exactement mon alter ego, et je dois toujours être dans une posture de le protéger pour son bien. Voilà. Donc, moi, je suis très critique vis-à-vis de cette boutique-là, et je pense qu'elle a un rôle considérable dans ce racisme entretenu en France. Et quand je dis ça, je suis sûr de ne pas faire le consensus, mais je dis. Bon, ici, je pense qu'il y a une critique partagée de ce qu'on appelle l'antiracisme d'État et des organisations comme SOS Racisme. Euh, une dernière question avant de laisser la parole au public, parce que je vois qu'il y a déjà plusieurs questions, peut-être sur des pistes d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a eu cette discussion sur le droit. Alors finalement, est-ce que c'est pas nous qui devons tordre le droit ou la loi pour décriminaliser le soutien à la Palestine, ou en tout cas, enfin voilà, l'utiliser un peu comme outil tactique, ce que vous disiez tous à votre manière. Comment faire en fait finalement pour faire face à cette répression et à cet usage de la loi, du droit, contre certaines catégories de la population et en l'occurrence là contre les personnes mobilisées en soutien à la Palestine. Si vous pouviez nous donner des pistes assez voilà, rapides de manière succincte, ce serait génial, comme ça on aura le temps de prendre quelques questions. Mathilde a levé la main. Oui. Ouais, alors pour finir, nous, à la Legal Team, on avait réfléchi à cette question-là. Donc, effectivement, parce que il y a le contexte depuis le 7 octobre, mais aussi parce que on est un collectif qui vise à mettre à disposition des outils d'autodéfense. Donc, c'était un peu ça, la philosophie du collectif. Et donc, de permettre aux militants pro-palestiniens ou autres d'être capables de s'armer, on va dire, politiquement, juridiquement, etc. Et dans ce contexte-là, la question s'est posée et on s'est dit que déjà, on constate qu'il y a, ouais, il y a vraiment une nécessité de former, que ce soit par le biais de formations d'éducation politique populaire ouverte à tous, ou que ce soit aussi au niveau des avocats. On a un large réseau d'avocats en France avec qui on travaille de près, qui sont spécialisés dans différents domaines du droit, qui sont tous militants, qui sont tous très généreux politiquement et qui sont très curieux, et avec qui on a décidé d'échanger et de les former sur la question de la Palestine, déjà. Parce qu'on s'est rendu compte que combien même ils sont militants, combien même ils sont très au courant de ce qui se passe en France, etc., il y avait des choses sur lesquelles on s'est rendu compte que peut-être des éléments plus précis, des axes terminologiques de la défense des militants pro-palestiniens, des slogans en manifestation auxquels ils n'étaient pas complètement familiers, par exemple. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment que ça fasse un écho immédiat pour eux, pour qu'ils puissent ensuite défendre en fait, qui comprennent la charge historique, la charge politique de toutes ces références-là. Et donc on travaille avec eux. C'est intéressant parce que en fait on apprend avec eux. On apprend parce que c'est pas uniquement la dimension historique en Palestine, mais aussi la stratégisation juridique. Donc effectivement la question de savoir comment est-ce que, sachant qu'on part du principe que le droit n'a d'effet que quand il s'inscrit avec d'autres secteurs de la société, donc que ce soit les mouvements sociaux ou autres, comment est-ce qu'on arrive à comment est-ce qu'on arrive à s'inscrire en fait, tout simplement? Comment est-ce qu'on arrive à suivre les tendances du mouvement, à les entendre, à retranscrire ça et à faire entériner dans le droit, on va dire, ces avancées-là? Parce que on s'est rendu compte qu'il n'y a que comme ça que le droit a un pouvoir. Parce que le droit a un pouvoir. C'est pas de dire qu'il est condamné à ne rien produire. C'est simplement qu'il n'est pas, on ne pense pas qu'à lui seul, il puisse produire des réalités concrètes, en tout cas des avancées concrètes en termes de droits sociaux, etc. Mais il permet il y a des très belles victoires dans le droit et c'est un champ de bataille, c'est sûr. C'est ce que disait Elsa d'ailleurs, c'est très vrai. Et donc, voilà, sur cette question-là, nous, on a pensé que c'était très important qu'on se forme, qu'on forme les avocats et qu'on réfléchisse à la stratégisation politique. Maintenant, ça, c'est au niveau de l'asso, mais même au niveau collectif, euh, la question de faire front ensemble, enfin, la question de vraiment s'organiser avec les autres, échanger, coordonner, que ce soit avec, pareil, avec les mouvements, avec les partis, avec les syndicats, etc.
Et c'est en cours. Voilà, c'est en cours de discussion. On se rencontre régulièrement et voilà. Et on espère qu'on arrivera à trouver voilà, une plateforme de front commun. Merci beaucoup, Gilles, Elsa. Elsa. Oui, c'est bon, ouais, désolé, mon téléphone, il bug. Ouais, non, mais je pense que, enfin, moi, d'accord avec ce que disait Matt, je pense qu'il faut quand même effectivement se servir de toute la créativité juridique possible pour répondre du mieux qu'on peut à ces situations qui ont une dimension juridique. Enfin, et qu'il faut voilà, travailler à une défense collective de ce type de données, peser sur le débat, enfin, tous ces trucs-là. Après, je pense que quand même, pour moi, bon, c'est un avis personnel, hein, mais je pense qu'à ce stade, la réaction quand même des syndicats, des organisations politiques institutionnelles, enfin, je le dirais comme ça, et qui ont le plus de poids médiatique, etc., est quand même un peu en deçà de la situation parce que je pense que, comme je le disais, vu le niveau de radicalité du gouvernement, des parquetiers et des préfets, je pense qu'il faut un peu plus que des tribunes, même si des tribunes, c'est un très bon début. Enfin, il y a eu plusieurs tribunes. Voilà, et je sais que demain, il y a le rassemblement à 8h30 devant le tribunal judiciaire pour accompagner Rima Satipan, la personnage j'y serai. Je pense qu'il faut y aller, etc. Mais il me semble que si, en fait, que la situation, elle est quand même mûre quand on voit ce qui se passe à Sciences Po, quand on voit le niveau quand même de colère générale dans la population, ce qui se passe à Sciences Po étant pas isolé, hein. Enfin, non seulement c'est un écho avec ce qui se produit aux États-Unis, mais je veux dire, il y a eu plein de Sciences Po qui ont été occupées, Sciences Po Poitiers, Sciences Po Reims, enfin des toutes petites écoles qui ont été occupées, alors qu'il y a un niveau de répression qui est délirant. Moi, j'assiste pas mal de jeunes de Sciences Po qui ont différents types de procédures, différents types de problèmes. Moi, je les trouve très courageux de militer dans ces conditions. Enfin, la Sorbonne aussi, cet après-midi, moi, enfin, j'ai commencé à militer dans la jeunesse et j'ai commencé à militer à la Sorbonne, enfin, à Paris 1. Mais moi, quand j'ai commencé à militer, le fait que des keufs, enfin, des policiers rentre dans une fac, c'était un débat de ouf. Enfin, je veux dire, le président, je me rappelle toutes les mobilisations que j'ai faites contre la loi travail, ensuite, etc., contre la loi OR, plein d'autres. Les occupations de 2018, c'était un énorme dilemme pour le président d'accepter que les policiers rentrent parce que c'était un scandale politique. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui se faisait avec cette facilité. Alors que là, on dirait vraiment que eux, c'est chez eux. Enfin, ils ont absolument aucune difficulté. Tout ça pour dire que je pense que en même temps, les gens, voilà, les étudiants sont hyper déterminés et ça génère aussi une politisation importante puisqu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui se disent, bah, en fait, moi, je vais peut-être pas attendre dans 5 ans pour pouvoir mettre un bulletin dans l'urne et décider de l'avenir de ma génération. Je veux pouvoir peser maintenant tout de suite sur ce qui se passe en Palestine. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même matière à appeler à une journée de mobilisation dont les mots d'ordre, ça pourrait être le retrait de la loi de 2014, stop à la criminalisation de la solidarité avec la Palestine. Je veux dire, il y a un an, il y avait 3 millions de personnes dans la rue, il y avait des grèves reconductibles, on galérait à mettre de l'essence dans nos voitures. Je pense que même appeler à une demi-journée de grève ou je sais pas, une méthode d'expression du rapport de force, quoi. Parce qu'en plus, les questions, elles sont pas si dissociées que ça, parce qu'on voit qu'ils répriment aussi des syndicalistes. Je veux dire, Anas Kazib, il est cheminot à Sudrail. Jean-Paul Delesco, il est secrétaire d'une UD, une union départementale qui est une des plus grosses unions départementales de la CGT. Donc, en fait, on voit qu'il y a eu aussi moi, je défends quelqu'un, par exemple, dont le patron l'a viré malgré une décision de refus de l'inspection du travail. Enfin, parenthèse, hein, mais je veux dire, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Normalement, l'inspection du travail, elle dit, c'est mort, tu peux pas le licencier. Le patron, il fait un recours au ministère de l'Intérieur, mais il dit pas, je te vire quand même. Lui, il a fait ça. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, pour vous donner une idée, retweet les condamnations de Jean-Paul Delesco en s'en félicitant. Donc, en fait, eux, ils sont dans cette ambiance idéologique, ils en profitent, ils en bénéficient et ils s'attaquent de la même manière à tous les secteurs de la population. Donc, je pense que pour moi, une des perspectives de la situation, c'est qu'il faudrait appeler à une date de mobilisation
si possible à quelques heures de grève, une manifestation, je sais pas, on pourrait aller au ministère de l'Intérieur en disant stop à la criminalisation de la Palestine. Enfin, faudrait réfléchir, mais quelque chose qui permette en fait d'utiliser tout le potentiel de ces forces sociales en action parce qu'elles existent et à mon avis, il faut une réponse à la hauteur de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils testent systématiquement les limites du possible. Et moi, si j'ai un patron qui refuse, enfin, qui roule sur une décision de l'inspection du travail, c'est parce qu'il se dit, je vais tester ce que ça fait. Ça se trouve, ça sera utile pour tous les autres. Et je pense que nous, il faut aussi qu'on ait cette logique-là et on devrait appeler à quelque chose qui marque, quoi. Moi, je fais juste deux observations complémentaires. Je crois que sur l'apprentissage antiraciste, il y a besoin d'enseignements historiques. On croit qu'on les connaît et quand on les regarde de près, on apprend toujours. Et je vois que je vois enfin, je vois beaucoup de gens qui passent au bureau aussi et je vois qu'ils ont une réactivité. Donc, leur réaction, elle est complètement saine, mais il manque un moyen de les amener à une compréhension par eux-mêmes plus large. Et ils restent pris dans un jeu, la loi, le juge, le procureur, qui est un jeu complètement perdant, quoi. Donc, il y a certainement un enseignement à faire, diffusion de documents, des conférences, vidéos, je sais pas quoi, mais sur les éléments historiques de réflexion sur ce plan. Ensuite, le deuxième, c'est sans doute d'utiliser le droit international davantage. Il y a notamment une commission pour l'élimination des discriminations raciales qui dépend de l'ONU. Elle n'est pas très facile à contacter, mais on y arrive quand même. Moi, j'ai deux procédures qui sont là-bas. C'est suivi, on verra bien le résultat. Et je pense que on peut eux voient passer beaucoup de choses. Ceux qui siègent là-bas sont quand même plutôt intéressés à la cause. On peut, je pense, prendre des décisions qui sont intéressantes devant ce comité pour l'élimination des discriminations raciales qui peut être saisi sur une base individuelle. Maître Deverle, je vous laisse la parole avec une question qui permettra aussi de compléter, donner d'autres pistes. Il y a un spectateur qui demande, est-ce que vous pourriez détailler les procédures en cours contre les soldats franco-israéliens et avec les procédures de la CPI, est-ce qu'il sera possible de détacher le débat public, pardon, de la question d'apologie du terrorisme dans l'expression de solidarité avec la Palestine? Et en vrai, comment est-ce que ces deux procédures, à la fois contre les soldats franco-israéliens et la procédure devant la CPI pour génocide, peuvent aider, c'est vrai, à clarifier, enfin oui, à détacher le débat public, comme la question le pose, de la question d'apologie du terrorisme? Pour ce qui est des soldats franco-israéliens, j'ai déposé plainte il y a une semaine finalement, la semaine dernière, elle a été enregistrée lundi dernier, pour un cas, vu qu'on ne voulait agir que si on avait vraiment des éléments probatoires solides. C'est une plainte qui est essentiellement en droit français. Il y a quelques éléments de droit international pour dire le débat ne vous appartient pas qu'à vous. Mais on a vraiment voulu jouer la carte légaliste en disant au procureur, on t'amène tout le dossier, cette fois-ci il est complètement nickel, il n'y a rien dedans. Et il y a tout dedans. Preuve, histoire, référence juridique, bon. Et on estime que pour des faits de cette gravité, qui finalement nous renvoie à la dernière épisode où il y avait eu des tortures pratiquées par des Français en uniforme, c'était à Alger. Et donc, on retrouve les mêmes 40 ans après, où c'est encore des Français qui torturent des Arabes. Donc, on lui dit, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir l'enquête, hein. On a des documents informatiques qui sont très pertinents, notamment la fameuse vidéo, là où on voit un Palestinien qui descend, et ensuite, il y a une scène où ils sont assis par terre, et ensuite, quand ils sont dans le bus, donc on décrit que chaque fois, c'est pas l'apologie, on pose pas plainte pour apologie, on pose pas plainte non plus pour complicité, mais on pose plainte pour torture et traitement inhumain et dégradant. C'est que en participant à ça, il en est directement acteur, quoi. Bon. Euh, il y a une autre vidéo où il est sur un plateau télé et il dit, bah oui, c'est moi qui ai déposé cette vidéo et j'ai bien raison de le faire, c'est des terroristes, ils sont en train de nous tuer, ils veulent, bon, bref. Donc, on a une identification qui est quand même intéressante. Alors, à la suite de quoi, il y a eu une réaction du parquet qui a demandé qu'on vienne lui apporter on avait dit qu'on avait le document informatique, mais à remettre en main propre, ils ont accepté.
Il y a eu une discussion. Bon, franchement, ils prennent l'affaire au sérieux. Parce que je peux dire à ce jour. Mais ils le prennent à sérieux, tant plus qu'ils pensent que, je pense qu'ils, voyant l'équipe, ils autres, il y a quand même un peu de détermination de notre côté, de un. Et puis, de deux, on a une association qui a les 5 ans d'âge et qui a pour objet la lutte contre la torture dans son objet social. Donc, la table, c'est clairement sur la table que s'ils s'en occupent pas eux-mêmes, dans 2 mois à peu près, ou on verra bien, on peut se constituer partie civile et obliger la désignation d'un juge d'instruction. Bon, et si on le fait par nous-mêmes, ben, je veux dire qu'on va se faire entendre parce que ça veut dire que quand on signale au parquet qu'il y a suspicion vraiment très très avancée, on a le nom de la personne, le nom de son neveu, enfin c'est pas compliqué de le retrouver pour un parquet et de l'identifier. Et qui ne fait rien sur un dossier de torture, ça sera vraiment une crise grave. Voilà. Donc c'est en ce stade-là, on verra, l'avenir viendra. On travaille sur un deuxième cas, mais on n'a pas encore les éléments de preuve qui sont suffisants. Il serait suffisant si c'était pas des pro-israéliens, hein, qu'on soit d'accord, parce que vous avez tous en tête l'actualité. Il y a quel Français qui fait quoi que ce soit aux 4 mois du monde, hop là, le soir même, tac, tac, il y a des procédures. Bon, voilà, on s'en fiche, on prend notre temps. En tout cas, le cadre il est posé. Je pense que c'est une très bonne plainte. Vis-à-vis de la CPI, je vous ai dit, il faut vraiment attendre, hein, parce que le statut de la Cour donne en fait du parquet un bunker. Il y a que lui qui décide ce qu'il veut quand il veut. C'est comme cela, c'est le statut. C'est 10 fois plus que le parquet en France. Et on a des relations de travail avec les membres de son équipe. Donc on se rend compte qu'en gros, soit ils font du sport pour les Jeux Olympiques, mais ils se sont même pas inscrits aux JO, soit effectivement ils se sont inscrits. On est quand même plutôt sur l'hypothèse qu'ils ne nous demandent pas tout ce travail et qu'eux-mêmes n'y travaillent pas énormément parce qu'on voit quand il faut les joindre. Donc il se passe des choses là-bas. Il se passe des choses. Et quand la décision viendra, il y aura immédiatement un discrédit. C'est-à-dire que d'emblée, on dira oui, mais c'est pas le crime de génocide, il a pris crime de guerre, c'est possible. Parce que pour un mandat d'arrêt, le procureur a peur de se faire rejeter par la Cour, vu que c'est pas lui qui juge, c'est les juges de la Cour. Et pour lui, c'est un désaveu terrible sur un dossier comme celui-là. Donc, il va prendre le dossier qui est le plus net, le plus propre pour asseoir son mandat d'arrêt. Après, on verra jusqu'où il ira. Donc, il y aura la première chose, ah oui, mais c'est pas le génocide, c'est ceci. Et puis ensuite, de toute façon, il l'exécutera pas. Bon, sauf que les conséquences vont être visibles dès le lendemain sur la diplomatie française, par exemple. Tu pourras pas dire, je donne mon soutien conditionnel à quelqu'un qui est recherché par un mandat d'arrêt pour terrorisme. Et d'autres mesures sont prises. Il y a beaucoup d'amis en Allemagne où ils sont très engagés en Allemagne sur le compte d'armes, enfin des choses de ce type-là. Donc ça va changer la nature des choses, mais je pense également que on aura un véritable bon. Cette CPI est critiquée. Moi, je suis pas sans charger de com pour la défendre, mais je suis là pour témoigner du travail qu'on arrive à y faire. Sur la base que, ben, comme avocat, on essaie de pas être idiot et on utilise des jurisprudences rendues par d'autres pour notre cause. Et on a quand même, il y a une seule juridiction dans le monde qui a reconnu que la Palestine était un État, c'est la CPI. Et elle est arrivée face à un bloc d'opposition dans lesquels il y avait en tête le regretté Badinter, le saint homme, qui soutenait que le peuple palestinien n'existait pas et qu'il n'avait pas besoin d'accès à une juridiction. C'est-à-dire que Badinter était l'avocat de Netanyahou. Bon, et moi j'ai les yeux pour voir ça, donc je dis ça sans haine, sans acrimonie, rien, mais je constate qu'il était l'avocat de Netanyahou et qu'il a perdu et que donc les grands porteurs de cette espèce d'antiracisme en France, et ben voilà ce que c'est. Bon, donc la Cour, elle a résisté à ça. Elle a dit que la Palestine est un État. Et elle a dit que Jérusalem était une terre palestinienne occupée. Donc elle a reconnu Gaza comme territoire occupé. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de précédents pour dire que cette Cour le procureur c'est un peu bizarre, mais au niveau de la Cour c'est certain. On a un terrain très favorable et d'ailleurs on montre que quand politiquement ben, tout est bloqué ou largement, les dossiers continuent de progresser. En tout cas, je m'attends déjà à un impact dévalorisant quand viendra le mandat d'arrêt. Les mandats d'arrêt, il devrait y en avoir 3, mais on en sera déjà pour répliquer et surtout que si vous rentrez sur cette cause, on est bien d'accord qu'il faut pas chercher l'effet immédiat. C'est sûr que qu'est-ce qu'on rêverait mandat d'arrêt pour génocide et puis que comme un couillon, il se prenne je sais pas où et qu'il soit arrêté. Voilà, voilà mon film, si vous voulez. Bon, mais dans la réalité, c'est pas ça le projet. Que le mandat d'arrêt il ait lieu maintenant ou dans un mois, qu'est-ce que c'est? Le mandat, l'enjeu de cette procédure, c'est d'amener le peuple palestinien devant des juges qui le considèrent comme un peuple. Voilà. Et à faire contre son gouvernement, vu que Abbas, hier encore, enfin avant-hier, c'était samedi, à l'Assemblée de la Ligue arabe, dit que le rôle de la Palestine, c'est d'assurer la sécurité d'Israël, en toutes lettres. Hein. Voilà, c'est le devoir sacré. Donc c'est un peuple qu'il faut
défendre et qui nous demande, ils ont rien du tout, on n'est pas colonialiste, mais c'est un peuple qui demande à être défendu contre ses dirigeants et on a un terrain pour y arriver à la CPI et c'est un travail qui va s'échelonner sur 10 ans. Donc, je pense que les gens doivent faire confiance à ce travail. On n'a pas beaucoup de moyens de communiquer parce qu'on n'a absolument aucun moyen, il n'y a aucun sou, il n'y a rien du tout. Peut-être qu'un jour on aura un financement, on pourra diffuser tout ce qu'on pourra. Mais en tout cas, c'est pour moi le seul point pour qu'il y ait un véritable basculement sur la Palestine que les procès en produire. Et quand j'ai dit ça, j'ai jamais dit qu'on va résoudre la question. Vu qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure Elsa, le jeu juridique n'a de sens que s'il y a une force politique qui soutient derrière. Voilà. Mais le peuple palestinien, il est dans la misère. Le peuple palestinien, il est occupé, il est divisé, il est tout ce qu'on veut, mais le peuple palestinien est là. Il n'y a pas un Palestinien qui dit, je sais pas si je suis palestinien ou non. Et personne n'a imaginé un grand trou pour faire disparaître 12 millions de Palestiniens. Donc, à terme, c'est difficile, c'est une épreuve terrible, mais à terme, vous avez vraiment un cadre pour imposer la lecture du droit. À partir de cette lecture du droit, on pourra faire des choses. Merci beaucoup, Gilles. Une question pour Elsa. Un avis sur la mobilisation des syndicats traditionnels en France, qui semble relativement faible dans la solidarité avec la Palestine, alors que les mobilisations syndicales ont été historiquement importantes dans les luttes anticoloniales, anti-apartheid, par exemple Indochine, Algérie, Afrique du Sud, etc. Ouais. Bah, enfin, c'est une question compliquée qui mériterait quasiment, je pense, un atelier en propre pour répondre bien en fait à ce débat-là, parce que pour moi, c'est une question. Enfin, en fait, le problème, il est aussi que euh, c'est pour moi, ça touche à la question de la division artificielle de mon point de vue entre le syndical et le politique, qui est comme si, en fait, le syndical, ce serait ce qui aurait vocation à s'occuper des conditions de travail dans l'entreprise des personnes en tant que travailleurs, et que le politique, ce serait ce pourquoi on vote tous les 5 ans ou, bref, pour la présidentielle, mais vous m'avez compris, enfin, à n'importe quelle échéance institutionnelle, électorale, etc. En réalité, moi, je pense que toutes ces questions, elles sont liées et que, par exemple, des travailleurs de n'importe quelle entreprise, ce qui se passe à Gaza, ça l'intéresse déjà à titre politique au sens strict parce que c'est pas des gens aveugles. Enfin, il n'y a pas de raison en fait qu'ils se préoccupent que de leur retraite à 60 ans ou de leur augmentation de salaire et que quand ils allument la télé le soir, ils n'aient pas d'avis sur ce qui est en train de se passer. Et aussi parce que les intérêts du patronat français, ils sont intrinsèquement liés à la domination impérialiste qu'ils exercent dans tout un tas de pays du monde, évidemment en Afrique, au Moyen-Orient, et que si la radicalité de l'État français à soutenir Israël, elle s'exprime, c'est aussi parce qu'ils ont des intérêts économiques directs dans la région qu'ils sont en train de défendre, quoi. Donc je pense que, et d'ailleurs ça se voit, enfin, il y a plein de personnes, je ne sais pas, qui sont cheminots ou raffineurs ou profs ou quoi que ce soit, mais ils sont aussi favorables au cessez-le-feu, à l'arrêt des bombardements, à la fin de la colonisation, etc. Et je pense que le problème là, à ce stade des organisations syndicales, d'une certaine logique de militantisme syndical, c'est de diviser les deux, quoi, de dire moi, mon mandat, c'est de parler de la réforme des retraites et de parler de l'inflation. Et en réalité, la Palestine, ça ne me concerne pas, c'est pas dans mon périmètre. Et je pense que c'est regrettable parce que c'est in fine une adaptation, je veux dire, au rythme qui est dicté par le gouvernement aujourd'hui, quoi. Et qui dit, vous, à la rigueur, je vous convoque pour discuter de l'assurance chômage, mais, euh, mais pas pour le reste, alors qu'on voit que le gouvernement, et en général les classes dominantes, elles se préoccupent d'absolument tous les volets de la vie. Elle se dit pas, ma tâche, ça se limite aux retraites et après, je vous laisse tranquille. Non, il a un programme, il a un plan sur absolument toutes les questions syndicales, les questions internationales, les questions politiques, les questions économiques. Pour moi, l'ensemble des classes populaires organisées en syndicats, elles devraient aussi avoir une réponse sur l'ensemble de ces questions-là, quoi. Et je pense que
à la base des organisations syndicales, il peut y avoir tout un tas de secteurs qui sont très préoccupés de cette question. Et d'ailleurs, on voit, enfin, le tract de Jean-Paul Delesco, c'est un tract de la CGT, d'une UD qui prend une position très ferme sur la question. Il y a eu tout un tas d'autres fédérations qui ont exprimé des positions. Je pense qu'il y a plein de secteurs qui expriment des positions à partir de leur organisation syndicale. Enfin, il y a eu les tentatives de répondre aux syndicats, à l'appel des syndicats palestiniens. Il y a eu des mouvements aussi en Angleterre. Il y a eu toute une tentative à un moment, je veux dire, de voir comment est-ce qu'en fait des travailleurs en France, par exemple, ils pouvaient, à partir de leur position, faire grève et empêcher l'exportation d'armes. Enfin, je pense qu'il y a plein de questions qui sont extrêmement liées. Euh, mais que s'il n'y a pas du point de vue de la et je pense du coup la personne qui pose la question elle a raison, enfin les organisations syndicales dans tout un tas de processus de décolonisation elles ont joué un rôle clé, et les travailleurs eux-mêmes, enfin je veux dire les travailleurs en grève, en lutte contre leur patronat qui s'opposent à l'exportation d'armes et je veux dire les victoires des mouvements de libération, c'est une combinaison entre bah, évidemment la lutte des peuples opprimés et la solidarité internationale radicale qui s'exprime très fermement depuis la jeunesse et depuis le mouvement ouvrier. Après, pour moi, la situation, c'est qu'il y a comme je le disais un peu avant, c'est qu'il y a un tel niveau d'offensive du gouvernement où si tu ouvres ta bouche, en fait, tu sais que tu peux finir en garde à vue, tu sais que tu peux finir perquisitionné, tu sais que tu peux avoir enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui ont pas envie de s'exposer à ça en se disant, mais ma famille, comment elle va réagir, etc. Et s'il n'y a pas une politique nationale claire qui envoie un message fort qui dit ne vous inquiétez pas, nous on sera là au moindre camarade réprimé, on organisera une manifestation nationale, si vous touchez à l'un d'entre vous, vous touchez à tous, etc. S'il n'y a pas un message fort qui est donné du point de vue de ceux qui ont les moyens de le faire, c'est difficile pour tout un tas de secteurs de se sentir en confiance d'aller au bout de ce qu'ils ont envie d'exprimer. Parce que pour moi, c'est contradictoire la situation, parce que d'un côté, il n'y a pas eu de mouvement on va dire, il n'y a pas eu une solidarité de masse qui s'est exprimée en France, comme il y a pu avoir aux États-Unis, par exemple. Et en même temps, 6 mois après, il y a quand même des manifestations régulières avec des dizaines de milliers de personnes. Ils n'arrivent pas à clôturer le truc. Enfin, je veux dire, ça continue de s'exprimer. Et pour moi, la contradiction, c'est qu'à la base, il peut y avoir plein d'aspirations très justes à exprimer sa solidarité avec la Palestine à partir de son lieu de travail, à partir de son lieu d'études, mais s'il n'y a pas une position depuis la direction plus déterminée, c'est difficile de s'affronter à la répression dans ces conditions, quoi. Merci Elsa. Alors, il y a des questions auxquelles on a plus ou moins répondu, donc je ne vais pas forcément les reprendre, mais peut-être en prendre deux encore. Mathilde, pour faire tourner la parole, une meilleure définition juridique de la notion de terrorisme, pardon, est-elle souhaitable pour faire face aux zones grises qui permettent de faire passer une multitude de positionnements politiques pour apologie du terrorisme? Ok, bah, ça, c'est justement ce qu'on disait plus tôt sur le fait que enfin, ça fait écho avec ce qu'on disait pour le cas du militant pro-palestinien qui s'est fait condamner, le fait qu'on a été surpris qu'en fait, les catégories juridiques étaient très claires. La catégorie, l'infraction d'apologie du terrorisme, elle est très claire en France. Elle n'est pas forcément consensuelle, on n'est pas tous d'accord en fait sur ça, mais elle est très clairement euh, prévue dans le code pénal. Elle est complétée par des décisions de justice, Cour de cassation, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, dans les faits, si on n'a pas effectivement une lecture qui est la lecture qu'offre par exemple le droit international, le droit national ne permet pas cette lecture-là, c'est-à-dire la lecture de considérer que euh, un même acte de violence peut avoir différentes interprétations et différentes qualifications. La violence, elle est incriminable dans certaines conditions, elle devrait pas l'être dans d'autres. Dans le droit français, on considère que dans un cas de légitime défense, on puisse faire appel à la violence pour se défendre nous-mêmes d'une violence originelle, on va dire. Bah, au niveau politique et au niveau géopolitique, c'est pareil, et ça, c'est retranscrit dans le droit international. Et c'est ce qu'on appelle le droit de résister à l'occupation. Donc, en fait, en droit international, c'est pas tellement que parce que la définition du terrorisme, elle est mieux précisée, etc., on en arrive à différentes conclusions. C'est simplement que c'est une lecture différente d'un même acte. Et l'acte de violence auquel s'adonnent certains groupes de résistance, des guérillas, on en a
on en a eu, hein, c'est pas uniquement en Palestine. Et d'ailleurs, quand on comprend que le corpus de droit international qui prévoit ce droit à la résistance, et, il est né au lendemain des mouvements d'indépendance de certains pays du Sud dans les années 60, qui ont poussé à ce que on entérine dans le droit international le droit à résister à l'occupation, parce qu'effectivement, c'est ce qui constitue un conflit international euh, parce qu'en fait, l'acte de violence, il réagit, il opère dans un contexte où il y a déjà un acte d'agression qui a eu lieu. Et c'est l'acte d'agression, c'est l'occupation. Et c'est le cas en Palestine. Donc en fait, je vais faire un petit détour, mais c'est juste pour dire qu'en France, le problème n'est, à mon sens, il n'est pas tellement sur la question de savoir s'il y a des zones grises. Il peut y en avoir, mais le problème n'est pas tellement à ce niveau-là. Je pense que le problème est au niveau de la lecture qu'on a de certains contextes. Et comment ça, c'est retranscrit dans le droit. Elsa a parlé des intérêts de la France. La France n'a aucun intérêt à qualifier la Palestine d'un contexte colonial. Et le droit vient, d'une certaine façon, traduire ça. Voilà. Et peut-être la zone grise à laquelle je pense, c'est effectivement en droit international, il y a des débats depuis longtemps, en fait, depuis des décennies, sur le fait de considérer de considérer le fait qu'il puisse y avoir du terrorisme d'État. Pour l'instant, on considère simplement le terrorisme par des groupes. Le terrorisme d'État, ça fait longtemps qu'on débat. C'est également les pays du Sud qui veulent faire reconnaître cette définition-là ou ce fait-là, ce fait juridique. Et effectivement, ben, c'est un débat qui est en cours et qui a donné lieu à aucune définition parce que effectivement, les États du Nord n'ont aucun intérêt à ce que ce soit le cas. Du coup, juste pour revenir sur ça, je suis pas sûre que ce soit une question de clarifier, de préciser le droit. Et c'est précisément ce qu'on disait, c'est la dimension politique en fait. C'est comment est-ce que on analyse, comment est-ce qu'on qualifie une situation en prenant en compte le contexte historique, en prenant en compte, comme on le fait d'ailleurs dans des actes de droit commun. Quand on est si on est on se balade dans la rue, on se fait agresser, eh bien, effectivement, on se défend et on explique que cet acte provient il intervient en réaction à un acte antérieur qui est un acte de violence. Ben, en droit international, c'est pareil. En Palestine, la situation est exactement la même, sauf qu'en droit français, on n'arrive pas à faire admettre, à faire qualifier par les tribunaux cette réalité-là alors même que, comme je disais, en droit international, c'est prévu. Et c'est pas uniquement un corpus de droit international, un corpus de droit qui est abstrait, qui n'a jamais été appliqué en Palestine. Ça a été parfaitement appliqué en Palestine. Ça a été appliqué en Palestine par l'Assemblée générale des Nations unies, qui a dit que parce que la Palestine est un territoire occupé, les Palestiniens ont le droit à résister à l'occupation par tous les moyens, même la violence. Ça a été dit. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a dit. La Cour internationale de justice, en 2004, dans son avis consultatif par rapport à l'illégalité du mur de séparation, l'a dit. Israël n'a pas le droit de se défendre contre une population, contre la population du territoire qu'il occupe. Donc, en fait, ces qualifications, elles ont été données et elles le sont. Après, le droit international le fait aussi parce que il est moins coercitif. C'est, il est plus élégant parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il y a moins de moyens de faire effectivement appliquer ces décisions. C'est en tout cas ce que je pense, de manière un peu simpliste. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, donc en fait, ces qualifications sont données. Le fait que ce soit qualifié de terroriste, c'est vraiment juste une question circonstancielle. Et je ne pense pas que ce soit une question de préciser le droit ou de combler ces zones grises. Voilà. Pour revenir sur ce qui a déjà été dit avant dans la conversation. Est-ce que j'ai l'impression que les autres questions, il y a plus ou moins répondu dans le déroulé de l'échange. Du coup, est-ce que Elsa ou Gilles voulaient ajouter quelque chose à cette question-là? Non, c'est bon, je Pas une trouve ça autre? bien ce qu'elle a dit, Mathilde. Ça va, ok. Alors attendez, je regarde juste. Bon, il y a une question peut-être pour cette dernière à laquelle on n'a pas du tout répondu. Merci aux intervenants. Pourriez-vous élaborer sur les différentes stratégies utilisées par les services de sécurité pour criminaliser les militants pro-palestiniens
avant de faire recours à ou pour renforcer des poursuites formelles? Surtout, avez-vous des exemples de cas particuliers? J'ai pas compris, je crois. Ouais, moi non plus. Enfin, je me demandais ce que la personne entendait par service de sécurité. Oui, Alors, c'est ça, je crois, j'ai pas compris. pourriez-vous élaborer La sur les... police? Ben ouais, je sais pas si c'est ça ou si c'est la... Ah, le spectateur qui a posé cette question ne nous aide pas. Bah ouais, désolée, je j'ai pas compris la question en fait. Avant de faire recours à des poursuites formelles. Oui, alors, est-ce que... Bon, s'il n'y a pas de... on va voir si juste c'est la personne précise, sinon... Non, mais peut-être ce qu'on peut expliquer, c'est que l'infraction, elle existe comme une nappe d'eau dormante. Et elle est dans le code. Et puis voilà, et en elle-même, dire que présenter sous un jour favorable au crime, c'est une infraction, je pense qu'on fait consensus dans tous les pays du monde. La seule chose qui est en cause, c'est pas la loi, c'est même pas les juges, parce que le tribunal, avec tout le respect que je lui dois, c'est pas lui qui fait la jurisprudence. Donc, on attendra ce qui se passera dans les échelons au-dessus. Mais que ce soit en droit de la presse, dans des libertés ou autres, on vous dit jamais, voilà tel jugement qui fait jurisprudence. Cour d'appel et sans doute cour de cassation ou cour européenne. Donc, ça sera un petit peu de temps. Mais pour le moment, on n'est même pas au tribunal. On en est à la furie du parquet dirigé par le garde des Sceaux qui en est le supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que le litige qui se passe, il est dans sa tête, hein. S'ils ne donnent pas les consignes, les parquets poursuivent pas. Et ensuite, une fois que les poursuites sont engagées, le tribunal, bon, je veux dire, il a quand même une manière de vivre la vie tranquillement, c'est de dire, bah oui, il y a un jour défavorable, là, les condamnations, que vous avez qu'à faire appel, et puis voilà. Puis que le tribunal qui va se mettre en travers de cet axe de répression va être immédiatement stigmatisé le lendemain, convoqué dans le bureau du major, etc., etc. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu de réécrire le droit. Ce qu'il faudrait, c'est traiter ce qui se passe dans la tête du garde des Sceaux, mais là, ça relève de sciences qui sont pas les nôtres, et c'est une hargne et une suffisance qui est vraiment impressionnante. Donc, en fait, pour moi, la réflexion, elle est sur l'absence totale d'indépendance du parquet et le fait que dans des affaires sensibles, c'est le parquet, c'est le garde des Sceaux qui dirige directement les poursuites et qu'il impose. S'il n'y avait pas cette consigne du garde des Sceaux, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucune poursuite qui est faite par le parquet spontanément. Et je crois bien que le garde des Sceaux, c'est un homme politique. Oui. Eh bien, la conférence va s'achever, disons, sur ça, parce qu'il est 18h57. Merci infiniment aux intervenants d'avoir été avec nous. Merci encore une fois au CAREP pour l'organisation de ce cycle de conférences sur le légal face à l'arbitraire. Merci tout particulier à Leïla. Merci aux spectateurs qui nous ont suivis jusque-là. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les conférences en ligne hein, sur le site du CAREP et sur leurs réseaux sociaux. Voilà, vous les retrouverez très facilement. Euh, Au plaisir de vous revoir dans des luttes, je crois qu'on peut le dire, puisque la situation est tendue, mais les luttes et les solidarités sont là, s'organisent et nous, enfin voilà, il y a plein de combats à venir. Voilà. Merci beaucoup à tous.